Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Faut-il un plan Marshall européen pour le climat? Eh bien, c'est en tout cas ce que réclame Jean Jouzel, le climatologue, ex-vice-président du GIEC, ce groupement d'experts internationaux du climat, mais aussi l'économiste Pierre Larouturou. Pour tous les deux, eh bien, il faut absolument ce pacte européen pour assurer eh bien, le financement nécessaire à la transition énergétique en Europe, mais aussi en Afrique ou encore sur le pourtour de la Méditerranée. Tous deux proposent un projet assuré par deux jambes. D'une part, eh bien, une banque européenne du climat qui pourrait assurer des prêts à taux zéro aux citoyens des pays signataires de ce traité pour assurer la transition énergétique. Et d'autre part, eh bien, un budget européen du climat avec 100 milliards d'euros assurés par an grâce à une taxe sur les bénéfices. Tous deux eh bien, pointent du doigt une double crise. D'une part, eh bien, une crise climatique, alors que les émissions des gaz à effet de serre ont dramatiquement augmenté en 2017. En France, plus 3,2%. Les objectifs de l'accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5 degré paraissent de plus en plus difficiles à atteindre. Et d'autre part, eh bien, la crise européenne. Tout de suite donc, eh bien, place à cette audition de Jean Jouzel et de Pierre Larouturou. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Jean Jouzel, qui est déjà venu devant notre commission, qui est climatologue, qui était vice-président du GIEC et qui, à ce titre, a beaucoup travaillé sur les questions de réchauffement climatique et notamment pour sensibiliser les responsables publics et au-delà l'opinion publique sur la question du réchauffement climatique. Et également M. Larouturou, qui est ingénieur agronome et qui est fondateur du mouvement Nouvelle Donne, au sujet de leur proposition de pacte européen finance-climat. Vous avez fait le constat que la question de la transition écologique bute sur des questions de financement et en décembre 2017, vous avez donc lancé un appel demandant aux chefs d'État et de gouvernement de négocier le plus rapidement possible un pacte finance-climat pour assurer le financement de la transition énergétique pour les 30 prochaines années et mettre ainsi la finance au service du climat et de l'emploi. L'objectif de ce pacte est de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre au sein de l'Union européenne d'ici 2050. Et pour y parvenir, vous proposez la mise en place de 2 outils. Le premier serait la création d'une banque européenne du climat qui accorderait des prêts à taux zéro aux pays signataires d'un nouveau traité. Et le deuxième outil, c'est un budget européen qui serait doté de 100 milliards d'euros par an, financé par une taxe sur les bénéfices. Et ces 100 milliards permettraient à hauteur de 40 milliards de mettre en place un plan Marshall pour l'Afrique, de créer un plan de recherche à hauteur de 10 milliards et de financer la lutte contre le dérèglement climatique à l'échelle des citoyens et des entreprises pour un budget de 50 milliards par an. Donc nous souhaiterions ce matin que vous puissiez nous présenter plus complètement ce plan, nous expliquer comment il fonctionnerait, comment il serait mis en œuvre et surtout comment il serait financé, puisqu'on sait bien que la question financière et budgétaire, comme on le dit souvent, constitue le nerf de la guerre. Vous avez déjà reçu le soutien d'un certain nombre de personnalités, qu'il s'agisse de Pascal Lamy, Romano Prodi, Alain Juppé, Edgar Morin, parmi d'autres. Vous nous direz peut-être où vous en êtes de vos contacts avec les différents pays européens et si concrètement ce projet a une chance d'aboutir. Et puis au-delà, je l'ai dit, vous êtes tous les deux des spécialistes du réchauffement climatique, donc ce serait bien que vous nous fassiez un petit point sur l'urgence climatique. Nous avons eu la chance d'avoir il y a quelques semaines Madame Masson-Delmotte, qui nous a fait le point sur le dernier rapport du GIEC et qui a bien mis en exergue le fait que l'urgence climatique était plus que jamais une réalité. Nous avons été un certain nombre, Jérôme Bignon, Guillaume Chevrolier, Guillaume Gontard, Angèle Préville et moi-même, à aller à la COP24 à Katowice, où, comme vous avez dû vous-même le constater, l'ambiance était plutôt morose et on a effectivement le sentiment qu'aujourd'hui, l'urgence climatique est peut-être un petit peu moins perçue qu'elle devrait l'être. Donc je crois que ce serait important que vous puissiez nous
nous en dire un mot. Et puis peut-être également, Monsieur Larue-Tourou, vous qui faites partie du Haut Conseil pour le climat qui a été mis en place par le Président de la République le 27 novembre, nous dire quelques mots sur la mise en route de cette instance et sur ce qu'on peut en attendre. Voilà ce que je voulais dire avant de vous laisser la parole. Vos propos seront évidemment suivis de questions de la part de nos collègues sénateurs. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas lequel a prévu d'intervenir. Oui. Allez-y, Monsieur Jouzel. Monsieur le Président, cher Hervé, Mesdames, Messieurs, merci d'abord de nous recevoir. Effectivement, même si dans l'intitulé de ce pacte, le climat vient en dernier, finance climat, c'est par cela que nous allons commencer. Alors, je vais être assez rapide puisqu'effectivement, il y aura beaucoup de répétitions entre ce que je vais dire et ce qu'a dit Valérie. Mais quelquefois, ça vaut le coup. Et puis voilà, donc je vais être assez rapide sur le climat, sur sa réalité. En fait, les 4 dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. 2018 est à peu près au niveau de 2015. Ce n'est pas une surprise puisque nous avons augmenté l'effet de serre. Voilà, donc plus de 40% pour le CO2 depuis 200 ans, modifié la composition de l'atmosphère et en fait fournit plus d'énergie à l'atmosphère, à l'océan pour maintenir leur température. Nous augmentons le chauffage de façon assez nette, de 1%, et donc il n'y a pas de surprise. Eh bien nous, la température augmente, elle augmente dans l'atmosphère, c'est important, mais ce qui est important, c'est de regarder dans l'océan, puisque cette chaleur supplémentaire, plus de 90% vont dans l'océan. Et en fait, eh bien, dans l'océan, on constate cette élévation du niveau de la mer, due à la fois à la dilatation de l'océan, l'expansion thermique, à la fonte des glaces, et depuis une vingtaine d'années, y compris depuis une vingtaine d'années, à la contribution du Groenland et de l'Antarctique, qui en fait sont les contributions principales actuellement à l'élévation du niveau de la mer. Donc, ce réchauffement est sans équivoque, c'est la conclusion du 5e rapport du GIEC, et en fait, il est pour l'essentiel lié aux activités humaines. C'est très clair. On peut en expliquer, en fait, il y a 8 dixièmes de degré par les causes naturelles de variation climatique sur cette échelle de temps ne pourrait être expliqué au mieux qu'1 dixième de degré. Donc c'est vraiment d'origine naturelle. Donc ce vers quoi on va, il n'y a pas de surprise. Plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus on va vers un réchauffement important. Voilà ce vers quoi nous pourrions aller si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, disons scénario business as usual. Voilà un réchauffement moyen de l'ordre de 5 degrés, 2 fois plus important dans l'Arctique, un peu moins important sur l'océan. Disons, les conséquences d'un tel réchauffement montrent que c'est ce vers quoi il ne faut pas aller. C'est très clair. Vous voyez, en fait, on parle ici d'un scénario émetteur. Vous avez 5 catégories de conséquences. Disons, on a choisi cette classification dans le rapport du GIEC. Et des niveaux de risque, disons, indétectables, élevés, très élevés. Et il n'y a pas de surprise, quand on est vers 5 degrés, plus 5 degrés à la fin du siècle, disons, on est dans le rouge dans tous les cas. Les risques sont élevés, très élevés, donc, disons, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. Et vous constatez aussi que, eh bien, avec ce type de réchauffement, donc c'est 50 fois plus rapide que la nature, que le dernier réchauffement que nous ayons connu, entre le dernier maximum glaciaire aujourd'hui, et dans ce cas-là, le climat n'est pas stabilisé à la fin du siècle. C'est très clair. Donc ces conséquences, je vais simplement les énumérer. Vous voyez, donc acidification de l'océan, récifs coralliens, j'y reviendrai, les extrêmes climatiques qui deviennent plus intenses, les populations qui sont affectées. On va parler de réfugiés climatiques, de sécurité alimentaire, de problèmes de santé et d'environnement. Les autres problèmes, disons, environnementaux, perte de biodiversité, modification des écosystèmes, pollution, santé, qui sont exacerbés. Et puis ces phénomènes irréversibles, comme l'élévation du niveau de la mer, qui dans ce cas-là pourrait atteindre 1 mètre d'ici la fin du siècle, mais se poursuivre par la suite et dans tous les cas, même dans le cas du scénario sobre dont je vais vous parler maintenant, eh bien, en fait, il faut tout faire pour, même dans le cas du scénario sobre, eh bien, l'élévation du niveau de la mer sera d'au moins 50 cm à la fin du siècle. Quelques exemples de conséquences, voilà, donc les étés deviendront beaucoup plus chauds,
Donc voilà, 2003, 3 degrés plus chaud qu'un été moyen du XXe siècle. Et à la fin du siècle, on pourrait avoir des étés 6 à 8 degrés plus chauds qu'un été de référence du XXe siècle. Donc c'est un monde très, disons, différent vraiment de celui d'aujourd'hui. Les précipitations, donc voilà, des risques de sécheresse sur le pourtour méditerranéen. À l'inverse, trop de précipitations sur le nord de l'Europe, sans aucun intérêt, sauf d'accroître le risque d'inondation. Voilà, donc avec des conséquences sur les ressources en eau, l'agriculture, les réfugiés climatiques évidemment, et puis le risque de feux de forêt. Par exemple, le risque de feu de forêt, les zones en rouge sont celles où le risque de feu de forêt deviendrait extrêmement critique, important. Il ne l'est pas actuellement sur l'ouest et le centre de la France, il le deviendrait. Donc, par exemple, au niveau de la santé, eh bien, actuellement des événements extrêmes. Actuellement, un Européen sur 20 fait face en moyenne chaque année à un événement extrême. Ce serait 2 Européens sur 3 dans la deuxième partie de ce siècle, toujours dans le cas d'un scénario émetteur, avec, dans ce cas-là, disons, largement lié à des problèmes de canicule. En termes de multiplication du nombre de décès, il serait multiplié par 50. En fait, c'est à peu près 3000 chaque année liés aux événements climatiques. Ça pourrait devenir 150 000 en moyenne. Évidemment, il y a des années exceptionnelles comme 2003, où au niveau de l'Europe, il y a eu au niveau de l'Europe 75 000 morts. C'était supplémentaire. Donc, alors évidemment, tout ça pour dire, ça semble évident que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je crois que tous les décideurs politiques en sont convaincus. Il faut aller sur ce scénario sobre, cette idée qui est d'ailleurs inscrite très clairement dans l'accord de Paris, de maintenir le réchauffement climatique à long terme bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. Donc, à la suite de de cet accord de Paris, effectivement, Valérie vous en a parlé, j'irai très rapidement sur le dernier rapport du GIEC, mais ça rappelle l'urgence, c'est important. Et cette urgence, elle est très claire, parce que à chaque niveau de stabilisation, on peut associer une quantité de dioxyde de carbone, de gaz carbonique, principal contributeur à l'augmentation de l'effet de serre, qui peut encore être émise. Et en fait, nous n'avons plus le droit, entre parenthèses, qu'à 15 à 20 ans d'émissions au rythme actuel pour 2 degrés et à 10 à 15 ans pour 1,5 degré. Voilà, en fait, ça veut dire aussi qu'il faut changer complètement de mode de développement, puisqu'il faudrait laisser, dans le cas de 1,5 degré, 90% des ressources, 90% des réserves de fossiles, ce qui est facilement accessible, là où elles sont. Donc on voit bien le changement fondamental de société qu'il nous faut mettre en œuvre rapidement. Alors la rapidité est très claire. Donc ce rapport spécial du GIEC, effectivement, donc la conclusion, eh bien, c'est les 4 points importants, c'est que, bien sûr, le réchauffement climatique est déjà perceptible, c'est ce dont je vous ai parlé. En fait, la question posée était de savoir aussi si le réchauffement climatique à 2 degrés et à 1,5 degré, c'est différent. Oui, c'est le cas. Et donc, là, je prends cette infographie du journal Le Monde. En fait, en quoi c'est différent? Eh bien, à 2 degrés par rapport à 1,5 degré, un demi-degré, ça compte sur les événements extrêmes. En fait, les vagues de chaleur sont 2 fois plus intenses que l'augmentation moyenne de température. Si vous augmentez la température moyenne de 2 degrés, les vagues de chaleur augmenteront plutôt de 4 degrés et plutôt de 6 degrés la nuit. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est plutôt un facteur 3. Les pluies plus intenses, il y a des problèmes de sécurité élémentaire liés à une diminution plus importante de la productivité agricole, mais aussi des diminutions des ressources halieutiques. Le problème de biodiversité, en particulier les récifs coralliens à 2 degrés tropicaux disparaîtraient complètement. Donc on peut espérer en sauver entre 20 et 30% à 1,5 degré. Et puis l'élévation du niveau de la mer, ce n'est que 10 cm supplémentaires à la fin du siècle pour 2 degrés. Ce sont quand même 10 millions d'habitants supplémentaires qui devraient quitter l'endroit où ils vivent. Donc en fait, maintenant sur l'urgence, c'est le 3e point, on peut la rendre claire à travers ces quelques chiffres. Je ne vais pas être trop long. Actuellement, on va parler d'émissions d'émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2. Nous sommes à 52 milliards de tonnes chaque année. Donc, on va parler sur la période 2020-2030. Nous irions vers 65, si rien n'était fait, nous irions vers 65 milliards de tonnes en 2030. Avec l'accord de Paris, nous allons vers 55 milliards au mieux, si cet accord est respecté par tous les pays qui s'y engagent, et on est probablement loin du compte.
pour avoir des chances de rester sur une trajectoire 2 degrés, il faudrait passer autour de 40 milliards de tonnes en 2030 et en dessous de 30 milliards si on va avoir des chances de rester sur une trajectoire 1,5 degré qui, du point de vue du climatologue, disons, a un sens. C'est très clair. Il y a des pays qui sont extrêmement vulnérables. Évidemment, on voit bien la quasi-impossibilité de 1,5 degré, je dirais, mais on voit bien aussi qu'il y a urgence et qu'il faut faire le maximum. Si on veut éviter, actuellement, nous sommes plutôt sur des trajectoires qui nous emmènent au-delà de 3 degrés. Sinon, avec un accord de Paris non respecté entre 3 degrés et demi, voire 4, c'est vraiment tout ce qu'il faut faire pour éviter. Ce ne sont pas les générations futures dont on parle, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Il faut bien se rendre compte de ça. Donc ce ne sont plus les générations futures et donc effectivement, et en plus, si on veut, disons 1,5 degré, c'est aussi neutralité carbone à l'horizon 2050 et la nécessité de piéger, d'extraire du CO2, du gaz carbonique de l'atmosphère, c'est-à-dire ce qu'on parle d'émissions négatives avec tous les problèmes que cela pose en termes, par exemple, de compétition entre énergétique et alimentaire. Donc la meilleure façon, c'est évidemment de ne pas émettre ce gaz carbonique, parce qu'après, si on veut rester dans des zones autour même de 2 degrés, bien, il faudrait extraire du gaz carbonique de l'atmosphère, et ça, c'est, je dirais, laisser aux jeunes d'aujourd'hui vraiment un monde qui... disons, c'est un peu égoïste de la part de notre génération, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Larouturou. Le relais. Excusez-moi. Merci, Jean. Monsieur le Président, merci. Perturber la photographe. Ah oui, je ne suis pas Jean Jouzel, je n'ai pas cet honneur. Merci, Monsieur le Président, d'avoir organisé cette audition. Merci à chacune et chacun d'être là, alors que vous avez tous des agendas bien chargés. Jean l'a dit, il y a urgence et en principe la France, vous vous souvenez déjà, Jean-Pierre Raffarin en 2003 avait engagé la France, il y a eu un vote à l'unanimité au Sénat et à l'Assemblée sur un facteur 4. Déjà en 2003, on était en principe tous d'accord pour dire qu'il fallait diviser par 4 nos émissions de CO2. J'en vois qu'ils prennent des photos, vous pouvez évidemment le faire, mais le PowerPoint sera à la disposition de tous les sénateurs et sénatrices qui le veulent. Mais voilà. Donc l'objectif en principe qui fait consensus, c'est qu'on devrait chaque année diminuer de 3% nos émissions de CO2. Si on veut tenir le trend, au lieu de compter sur un miracle, parce qu'il y a plein de stratégies qui finissent bien en 2050, la Cour des comptes européenne a fait un rapport assez amusant, mais au vitriol, où elle dit qu'elle en a marre des stratégies qui finissent toutes bien en 2050 parce qu'il y a un miracle en 2048 et que tout d'un coup il y a des investissements, il y a des découvertes technologiques qui fait que ça se finit bien juste avant la fin. Donc on peut y croire ou ne pas y croire, mais le plus sérieux c'est aussi j'en ai expliqué, on a fait court aujourd'hui, il y a des cercles vicieux qui se mettent en place, qui font que le réchauffement climatique fait fondre la glace, donc il y a moins de surface blanche pour envoyer la chaleur, le permafrost se décongèle, donc on voit du méthane, et donc les scientifiques vous disent que si on dépasse les 2 degrés, après ça ce sera très compliqué de stopper. C'est un peu comme quand on était petit, quand on faisait du toboggan. Il y a une première pente un peu lente, mais après ça, si on dépasse, il y a une deuxième pente très rapide, et là, c'est impossible de s'arrêter. Donc, les scénarios où tout finit bien, mais où dans les 15 ans qui viennent, on peut rester sans rien faire, ça, personne n'y croit. Donc, en principe, on devrait en ce moment diminuer chaque année de 3% nos émissions de CO2. Donc, si vous voulez, on va faire un petit quiz. On l'a fait avec vos collègues députés, sachant que c'est ça l'objectif, moins 3% chaque année. À votre avis, quel est le dernier bilan pour la France? Est-ce qu'on a fait effectivement moins 3%? Est-ce qu'on a fait moins 1 ou est-ce qu'on a fait plus 1? Donc, si vous voulez, on va voter. OK, hop, plus 3,2. Donc ce chiffre est vraiment catastrophique. Donc en tant que tel, ça veut dire que certains pourraient penser, quand on est invité à Lorient, à Saint-Étienne, à Bordeaux, on voit qu'il y a plein de choses qui bougent et chacun de vous vient d'un territoire où il y a plein de choses qui bougent, ce qui montre qu'il y a des solutions possibles. Mais le bilan global est absolument catastrophique. Certains pensent qu'on va un peu trop lentement dans le bon sens. En fait, non, on va exactement dans le mauvais sens. Au lieu de faire du moins 3%, on fait du plus 3%. Et en gros, tout le monde s'en fiche. C'est aussi pour ça que Nicolas Hulot démissionne, parce qu'un chiffre comme ça, c'est à peu près pareil dans toute l'Europe. On aurait pu penser qu'il y avait un Conseil européen exceptionnel pendant 3 jours pour dire qu'est-ce qu'on fait. On fait fausse route, réfléchissons à d'autres solutions. On pourrait penser que dans tous nos pays, les gouvernements prenaient un séminaire de 2 jours pour réfléchir. En fait, Eurostat fait des bilans catastrophiques et on continue la routine en versant des larmes de crocodile à chaque fois qu'il y a une catastrophe climatique. Comme économiste, je vais essayer de vous montrer comment on pourrait financer un vrai plan Marshall pour gagner la bataille. Il n'est pas trop tard, en s'appuyant sur ce que dit la Cour des comptes et sur d'autres experts. Mais déjà, on peut dire ce que nous coûte notre inaction, ou ce que nous coûte le fait qu'on met des rustines au lieu de prendre le taureau par les cornes. Ça, ce sont les sociétés d'assurance qui disent que
vous savez, les sociétés, quand il y a 3 millions d'Allemands qui ont les pieds dans l'eau, il y a des inondations, les sociétés d'assurance sont elles-mêmes réassurées pour ne pas faire faillite quand il faut mettre des milliards d'euros sur la table. Et donc tous les gros problèmes, les grandes inondations, les grandes sécheresses, les feux de forêt qui font il y a des milliers de maisons qui ont brûlé en Californie, tous ces dossiers arrivent sur la table des réassureurs et qui montrent comment le nombre d'événements climatiques extrêmes qui ont des conséquences financières a déjà été multiplié par 2,5 en 30 ans. Voilà. Et ça sous-estime la souffrance des hommes et des femmes qui vivent dans les pays du Sud, où les gens sont très mal assurés. Mais déjà, pour la photographie donnée par les sociétés d'assurance, je crois qu'elle est assez claire. Alors évidemment, il n'y a pas que la question du climat. Si on construisait moins en zone inondable, on aurait peut-être moins de problèmes. Donc vous voyez, ce n'est pas du 100% lié au problème du climat. Mais enfin, le cœur du problème est bien le nombre d'événements climatiques extrêmes, dont le nombre augmente et dont la gravité augmente. Jean l'a dit, c'est pas seulement pour les générations futures, hein, c'est déjà nous tous qui sommes concernés, nous et nos enfants. Il y a 2 ans, vous vous souvenez peut-être, quand il y a eu des inondations terribles en Île-de-France, c'était rigolo pour les Parisiens, on allait voir la Seine qui débordait, mais pour les agriculteurs, c'était déjà beaucoup moins rigolo. Et la récolte de blé en France et en Belgique a perdu moins 31%. Parce que quand vous avez ça d'eau dans les parcelles, le grain ne se remplit pas ou pourrit. Donc moins 31%, c'est le bilan pour nos 2 pays, France et Belgique, à cause des inondations. Heureusement que l'Ukraine a fait une très bonne récolte. Vous savez qu'on a tous appris qu'il y a 2 greniers à blé pour nourrir l'Europe, la Beauce, France, Belgique et puis l'Ukraine. Mais si l'Ukraine, la même année, avait été touchée par des inondations ou au contraire par une canicule, qui fait que le grain ne se remplit pas, une grosse canicule au mois de juin ou en juillet fait que le grain de blé ne se remplit pas, si l'Ukraine avait fait aussi moins 30% sur la récolte, on aurait des tickets de rationnement. Il ne faut pas croire qu'on est à l'abri de tout ça, qu'on est à l'époque d'Internet, on a l'habitude de cliquer et tout arrive de façon magique. On est tous des petits mammifères qui vont bien avoir 2 ou 3 repas par jour et le stock de céréales ne représente pas un tiers de la consommation annuelle. Donc c'est aussi une des missions de nos parlementaires de veiller juste à la sécurité, c'est basique, mais la sécurité alimentaire, et si on a la même année les 2 greniers qui sont touchés par un événement climatique extrême, on aura de très gros problèmes. Donc, mais c'est évidemment dans les pays du Sud, Jean l'a dit, que la gravité, je reviens de 2 jours à Bamako, je m'en suis pris plein la tête sur ce qu'est aujourd'hui la pauvreté dans certains pays du Sud, et chez eux ils parlent du sida climatique. Pourtant, le vrai sida, le VIH, ils savent ce que c'est, ça fait des milliers de morts, mais chez eux, ils disent que la question du climat va faire aussi des milliers, des dizaines de milliers de morts. Et l'ONU nous annonce 150 millions de réfugiés climatiques, 150 millions de réfugiés climatiques dans les 30 ans qui viennent. Donc 90 millions qui devront quitter leur pays en Afrique parce que soit ils meurent sur place, soit ils bougent. Donc c'est pas pour rien si le GIEC a eu le prix Nobel de la paix, c'est d'abord notre confort, notre nourriture, les canicules à répétition, ça fatigue, ça abîme, mais assez vite, c'est la paix mondiale qui sera en jeu. Si on a 90 millions d'hommes et de femmes qui doivent quitter leur pays en Afrique parce qu'ils ne peuvent plus y vivre, je ne sais pas comment l'Europe les accueille de façon fraternelle, intelligente, démocratique et non violente. Donc il faut prendre le taureau par les cornes. Ça suppose, de façon assez classique, de repérer d'où viennent les émissions de CO2. Il n'y a aucun mystère. Dans chaque pays, on sait maintenant quelles sont les premières. En France, c'est d'abord les transports. On a beaucoup trop de camions sur les routes. On a une alimentation qui a fait des centaines de kilomètres. On prend trop souvent nos voitures et des voitures trop lourdes qui consomment trop. Donc on sait très bien. Puis c'est l'industrie, c'est l'agriculture, CO2 et méthane, c'est l'habitat. Nicolas Hulot disait je voudrais 7 milliards chaque année pour isoler les bâtiments en commençant par les plus précaires. Ce serait bien pour la qualité de vie des gens, ce serait bien pour leurs dépenses de chauffage, ce serait bien pour les créations d'emplois dans tous nos quartiers et dans tous nos villages. Voilà. Donc on sait d'où vient le CO2. Les scientifiques nous ont alertés, on reviendra si vous voulez dans le débat sur quels sont les cercles vicieux qui se mettent en accélération. Donc maintenant, il faut y aller et ne pas avoir peur du chantier. Quand les parlementaires ont décidé de faire l'école pour tous, certains pensaient que c'était de la folie, qu'on n'avait pas les moyens, mais en 20 ans, dans tous les villages de France, on a fait l'école des garçons, l'école des filles, la maison des maîtres, et en 20 ans, on a réussi à faire ce chantier colossal dans un pays qui était beaucoup moins riche qu'aujourd'hui. Donc est-ce qu'on n'est pas capable, aujourd'hui, quand Kennedy dit on va aller sur la Lune, il y en a qui pensent qu'il les fera pas dingue, mais 7 ans plus tard, on est sur la Lune, on a créé 400 000 emplois, et tout le pays profite des retombées technologiques. On commence les bonnes nouvelles. Si on met en place, si on prend le taureau par les cornes, on va créer massivement des emplois sur tous nos territoires. C'est aussi pour ça que vous avez parlé de nos soutiens, aussi bien des gens de droite, de gauche, des gens très différents. Mais on a aussi l'association des maires ruraux de France qui nous soutient très activement, l'association des petites villes, parce qu'ils voient aujourd'hui les problèmes de canicule, de sécheresse, de vol d'accès à l'eau, mais ils voient aussi la bonne nouvelle que ça pourrait être en termes de création d'emplois. Tous ces villages où on n'a plus d'activité, bien s'il faut isoler tous les bâtiments publics et privés, si on développe le travail à distance pour pas que les gens prennent leur voiture, ça va
va créer de l'activité, y compris dans des petits villages qui aujourd'hui ont du mal à garder leur population. Donc parmi les gens qui nous soutiennent, il y a l'ADEME, l'Agence pour les économies d'énergie, qui dit que ce qu'on propose est tout à fait solide et qu'on peut créer 800 000 ou 900 000 emplois. Ce qui est d'un pays où il y a 4 millions de chômeurs et où la croissance retombe, donc le chômage remonte, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle de créer des emplois. La question est juste, vous l'avez dit, Monsieur le Président, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Comment on finance ? Et le problème est le même dans tous les pays, et c'est pour ça qu'on pense qu'une partie de la solution importante est au niveau européen. En Allemagne, le gouvernement se déchire sur les réseaux sociaux. J'étais au Bundestag juste avant Noël. Peter Altmaier doit faire une loi sur l'efficacité énergétique pour le mois de février. Il ne sait pas comment la financer, isoler les bâtiments, il ne sait pas comment la financer, et il dit qu'il faut revoir à la baisse l'ambition. Et un quart d'heure après, la ministre de l'Environnement lui dit sur Twitter, Peter, tu n'as pas le droit, il faut qu'on se creuse la tête et qu'on trouve des nouveaux financements. Ça, c'est très intéressant, c'est le patronat de l'industrie, c'est le cœur de l'économie allemande qui s'est mis en mouvement. C'est intéressant, c'est pas seulement des scientifiques du GIEC, c'est pas des écolos, c'est le cœur du patronat qui a travaillé pendant 1 an et qui rend un rapport à Angela Merkel pour dire nous devons réussir la transition écologique. On n'a pas le choix, ce n'est pas une option parmi d'autres. Nous devons réussir la transition. C'est une opportunité pour que l'Europe crée des emplois, innove, prenne le leadership dans certains secteurs, au lieu de laisser toujours la Chine en avance. Mais il nous faut 50 milliards chaque année. Il demande 1500 milliards sur 30 ans et Angela Merkel fait gloops parce que 50 milliards, rien que pour l'industrie, elle ne sait pas comment les trouver. La semaine suivante, c'est aux Pays-Bas où l'État a été condamné par la justice parce qu'il n'en fait pas assez et au Rutte, le Premier ministre dit qu'il ne sait pas comment financer ni l'isolation des bâtiments, ni les digues, parce qu'il faut faire des digues pour se protéger de l'océan qui monte de plus en plus. Au total, si on regarde les 50 milliards qu'il faut en Allemagne pour l'industrie, si on regarde les 10 milliards qu'il faut aux Pays-Bas pour isoler les maisons, on regarde les 7 milliards que voulait Nicolas Hulot pour le bâtiment en France, la Cour des comptes européenne, c'est un chiffre très intéressant, la Cour des comptes européenne dit qu'il faut chaque année 1115 milliards d'euros. Donc c'est le rapport dont je vous parlais, qui fustige l'inaction des gouvernements actuellement, qui dit que ça énerve les scénarios où tout finit bien, mais où on ne fait rien de sérieux avant 2030 ou 2040. Et la Cour des comptes dit dès 2021, il faut trouver chaque année 1100 milliards. Donc ce chiffre est intéressant parce qu'à nos yeux, il condamne 2 utopies. Ceux qui rêvent d'un financement 100% privé et ceux qui rêvent d'un financement 100% public. Ce qu'on vous distribue, c'est une tribune qu'on a fait dans Le Soir avec Pascal Lamy et Enrico Letta qui résume, mais je vous l'explique de vive voix. Donc ce chiffre dit qu'il n'y a pas, à nos yeux, qu'il n'y a pas de solution 100% privée ou de solution 100% publique et montre qu'il faut une mixité des financements et inventer des nouveaux outils. Alors 1000 milliards, c'était il y a quelques années, c'était un slogan avec Michel Rocard, avec Jean, on avait dit, un de nos slogans c'était pour sauver les banques. En 2008, on a mis 1000 milliards. Vous vous souvenez, quand le système allait s'effondrer, en quelques jours, la BCE a créé 1000 milliards. Et heureusement qu'on l'a fait. Et aux États-Unis, on a mis plus de 2000 milliards. Et heureusement qu'on l'a fait. On disait qu'il faudrait faire pareil pour sauver le climat et créer des emplois. Certains disaient oui, d'autres disaient c'est pas possible, la BCE ne voudra jamais. Et puis, fin 2014, il y a un tabou qui est tombé. La Banque Centrale Européenne annonce qu'elle va créer 1000 milliards, ce qu'on appelle le quantitative easing, on met des mots chics pour faire technique. Quand on était petit, on appelait ça la planche à billets, parce que c'était des planches qui tournaient, mais c'est bien la même chose, hein, je vous rassure, mais c'est de la création monétaire pure. Et beaucoup de gens ne le savent pas. On a fait une réunion commune Élysée et Matignon il y a quelques mois, et même un des hauts gradés, pas le Premier ministre, mais quelqu'un de haut placé à Matignon, nous a pris les échos comme ça. Il découvrait que la BCE avait fait autant de liquidités. Donc le quantitative easing, la BCE annonce qu'elle va créer 1000 milliards parce que l'activité est retombée, qu'elle voulait donner aux banques les moyens de relancer l'activité. En plus du quantitative easing, de temps en temps, la BCE fait des TLTRO, les Target Long Term Refinancing Operation, désolé pour mon accent béarnais. Donc là, vous voyez, le journal Les Échos, en mars 2017, nous dit qu'en une seule journée, la BCE a créé et donné aux banques, à taux négatif, 233 milliards d'euros. 233 milliards d'euros en une journée à taux négatif. Je pense que vous êtes quelques-uns à passer des nuits blanches chaque année pour équilibrer le budget à 500 millions près. Et là, sans aucun débat démocratique, la BCE donne 233 milliards aux banques. Au total, avec des gens en fait qui nous aident, qui n'ont pas le droit d'apparaître dans le débat public, mais ni Jean ni moi d'avoir la compétence, mais des gens de la BCE ou de la BEI nous aident à comprendre et à ne pas dire de bêtises, on peut montrer que, et on a enlevé ce que les banques ont déjà remboursé, parce que parfois les banques remboursent plus vite que prévu certaines sommes, on peut montrer, sans être contredit, qu'il y a eu 2600 milliards créés par la BCE depuis avril 2015. La question est, où est allé cet argent ?
Si on sait lire les statistiques, on peut montrer qu'il y a eu 11% de l'argent qui est allé dans l'économie réelle, les prêts aux ménages, les prêts à l'immobilier, les prêts aux collectivités ont un peu redémarré, c'est 11% de l'argent, et 89%, c'est quand même beaucoup, 89% qui n'est pas allé dans l'économie réelle et qui est allé au marché financier. Tous les mois, les marchés financiers battent des nouveaux records. La dernière fois qu'il y a eu une crise financière, le Dow Jones, le CAC 40 new-yorkais, le Dow Jones était à 14 000 points. Il est maintenant à 26 000. Voilà. Et Trump exulte en disant que c'est du jamais vu, même si depuis un mois, ça commence à se tasser. Mais le FMI, maintenant, c'est tous les mois que Christine Lagarde et ses équipes nous disent « Attention, on joue avec le feu ». Déjà, il y a un an, à Davos, Christine Lagarde a commencé en disant « On va vers une crise plus grave, plus rapide, plus générale qu'en 2008 ». Le journal Les Échos a repris une phrase du dernier rapport du FMI qui dit une nouvelle crise pourrait provoquer 10 fois plus de dégâts qu'il y a 10 ans. Donc avant d'en venir dans 30 secondes à la solution technique qu'on propose, je pense qu'on est tous quand même troublés de l'état, entre ce que nous disent les gens du GIEC, ce que disent le FMI. On nous a appris à l'école qu'on était des homo sapiens sapiens, la branche la plus évoluée des primates, mais parfois on se demande si on est vraiment des sapiens sapiens ou des débilus débilus. Parce que ça fait 30 ans que le GIEC nous alerte sur le fait que c'est grave, c'est pas foutu, mais il faut quand même qu'on accélère. L'ADEME nous dit que ça pourrait être une bonne nouvelle, on va créer des emplois sur tous vos territoires, on va créer des emplois utiles, correctement payés, non délocalisables, mais il faut trouver les financements. Juste en lisant les journaux, on découvre qu'il n'y a jamais eu autant de liquidités disponibles et simplement ces liquidités, au lieu de venir créer des emplois sur tous nos territoires et en quelques années de faire tomber le CO2 et de gagner la bataille, ça nous prépare une crise qui peut être 10 fois plus grave. Le chiffre de 10 fois plus, le FMI, c'est juste pour nous alerter. Personne ne sait si c'est 6 fois plus grave ou 10 fois plus grave. Mais voilà, et on est comme des lapins qui voient le camion arriver et on va se prendre et la crise financière, flambée du chômage, populisme et le chaos climatique. À nos yeux, il n'est pas trop tard pour réagir, et c'est là que des parlementaires ont leur mot à dire, puisque Angela Merkel et Emmanuel Macron ont dit qu'ils voulaient des nouveaux traités. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a eu un nouveau traité hier, mais franco-allemand, mais en principe, la boîte pour où va l'avenir de l'Europe, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont dit à plusieurs reprises que l'Europe va mourir si elle n'a pas une nouvelle vision, un nouveau projet qui rassemble un maximum de peuples. Et nous, on dit que l'Europe est née avec le charbon et l'acier, qu'elle pourrait renaître avec un traité climat et emploi, et que ça se joue dans les mois qui viennent, puisqu'en principe, c'était au sommet du mois de décembre que devaient se prendre des décisions historiques. Maintenant, on dit que c'est en mars ou en avril, mais en tout cas, c'est dans les mois qui viennent. Tout le monde comprend que la situation est grave et qu'il faut qu'on bouge. Donc, deux outils. Dans le traité qu'on propose, il y aurait deux outils. Premièrement, mettre la création monétaire, donc toutes ces liquidités, au service du bien commun, merci, au service du bien commun, au service de création d'emplois. Concrètement, ça veut dire qu'on ne touche pas la BCE, on y reviendra si vous voulez dans le débat, comment on fait techniquement, mais on crée une banque du climat qui est filiale de la BUI. On a notre premier livre était postfacé par Philippe Maystadt, qui était l'équivalent du Raymond Barre belge, qui a été le ministre des Finances qui a mis de l'ordre dans les comptes de la Belgique, et le patron de la BUI jusqu'en décembre, il y a 13 mois, et qui disait c'est tout à fait faisable. On crée une filiale de la BUI, qui est une banque du climat, et qui a pour obligation de fournir à tous nos territoires, chaque pays aurait une enveloppe de 2% de son PIB chaque année pendant 30 ans à taux zéro. Le chiffre de 2%, il vient des travaux de Nicolas Stern, Lord Stern, qui est un des grands économistes anglais, qui a rendu un rapport très important au Parlement anglais, qui dit que si on veut gagner la bataille, en plus de ce qui existe déjà, et en plus des banques et des assurances qu'il faudrait faire tourner pour que ça aille mieux vers que les banques et les assurances stoppent les financements bruns et accélèrent la transition écologique. Et Nicolas Stern dit qu'il faudrait que chaque pays ait une enveloppe de 2% de son PIB disponible pour la transition écologique. Donc ça veut dire que la France aurait chaque année 45 milliards. Donc le premier outil, une banque du climat, pour nous, Français, ça veut dire qu'on aurait chaque année 45 milliards avec un traité qui donne de la stabilité. Parce qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, les gens vous disent que ce qui tue tout le monde au niveau local, c'est l'instabilité. L'an dernier, il y avait une aide si vous changez la porte. Cette année, il y a une aide si vous changez les fenêtres. Et puis l'année prochaine, on va dire, mais la chaleur monte, il faudrait mieux faire une aide pour les... Voilà. Et ça peut être drôle à court terme, mais c'est insupportable. Pareil pour l'agriculture, j'étais l'autre jour avec l'événement de rentrée des jeunes de la FNSEA qui nous avaient invités et qui disent maintenant qu'il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les agriculteurs, que vraiment ils voient la réalité et que la question est de savoir comment on les aide à transformer leur modèle, comment on les aide à investir dans le biogaz ou autre, mais que si les aides changent tous les 6 mois, un agriculteur a besoin d'avoir au moins 3 ans ou 4 ans de stabilité. Donc c'est pour ça qu'un traité européen donnerait des moyens financiers et une stabilité, y compris dans le bâtiment. Le Jacques Chanu, le patronat du bâtiment, dit on saurait qu'on a du boulot pendant 20 ans et donc on pourra recruter, parce qu'aujourd'hui c'est un cercle vicieux, il n'y a pas les compétences, mais comme il n'y a pas le boulot, personne ne s'occupe de recruter les gens et les former. Tandis que si on sait qu'on a des financements pendant 20 ans, on pourra recruter des gens, les former au pied du mur, et on sait qu'on a du boulot parce qu'on va isoler dans les villes et dans les villages, on va isoler tous les bâtiments publics. J'ai fini dans 5 minutes, Monsieur le Président, j'espère que je ne suis pas trop long. Allez-y, je vous en prie.
Donc, mais j'ai déjà beaucoup de sénateurs qui veulent vous poser des questions. Bon, mais ça veut dire que j'avais peur de vous endormir, ça va. Je n'ai endormi personne pour le moment. J'ai fini dans 5 minutes, veuillez m'excuser si je suis trop long, mais comme je voulais quand même expliquer. Allez-y, terminez. Dernier point sur cette banque, les gens de la BUI nous ont fait un document qu'on a montré à l'Élysée ou au Bundestag et qui disent que c'est faisable en quelques mois, que quand le mur de Berlin est tombé, il a suffi de 6 mois pour que Helmut Kohl et François Mitterrand comprennent qu'il y avait besoin d'un outil nouveau pour financer la transition. À l'époque, ce n'était pas la transition écologique, c'était la transition de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, mais ils ont compris que ces pays allaient s'effondrer s'il n'y avait pas un financement spécifique. Et en partant de rien, en quelques mois, et elle était installée pour de vrai en moins de 18 mois physiquement, on a créé la BIRD. Là, on ne part pas de rien, on part de la BUI qui a un vrai savoir-faire, de la KfW en Allemagne, de la Caisse des dépôts en France. Voilà. Donc, tous les gens qu'on rencontre à Bruxelles, à Paris ou à Berlin nous disent que c'est faisable en moins d'1 an. Deuxième outil, c'est avoir un vrai budget climat. C'est très bien d'avoir des prêts à taux zéro, mais on voudrait un budget. Quand on a fait l'école pour tous, on n'a pas dit qu'il y aurait des prêts à taux zéro pour les parents. L'école était gratuite une semaine avant d'être obligatoire. Donc là, on ne peut pas tout faire gratuit, mais si on veut accélérer la dynamique, il nous semble utile qu'il y ait un budget. Dans tous nos pays, il y a un budget pour l'éducation, il y a un budget pour la défense, il y a un budget pour la santé. Tout le monde sait que c'est utile, mais qu'on ne va pas avoir une approche comptable et rembourser tous les mois. Vous votez un budget, vous vérifiez qu'il est bien utilisé, et donc on pense qu'il est utile d'avoir un budget climat avec 3 grands objectifs. Vous l'avez dit dans votre introduction, Monsieur le Président. Premièrement, un plan Marshall pour l'Afrique. Ça fait des années que tout le monde dit que l'Afrique va se disloquer s'il n'y a pas une vraie politique d'investissement. La plupart des Africains veulent avoir un niveau de vie qui monte, mais si ça veut dire consommer plus de pétrole et de fuel, on est tous foutus. Donc il faut aider l'Afrique par des investissements. Il y a toutes les compétences intellectuelles en Afrique, il y a ici de la biomasse, ici du photovoltaïque, ici de l'éolien, mais il y a besoin d'investissement. Angela Merkel avait dit il y a 18 mois qu'il y aurait un plan Marshall. Elle avait réuni une vingtaine de chefs d'État à Berlin, avait dit qu'il fallait un plan Marshall, où tout le monde souriait, un plan Merkel pour l'Afrique, et 18 mois plus tard, on n'a pas trouvé 10% des financements nécessaires. Donc on propose un budget européen qui va financer un plan Marshall, ce qui suppose d'avoir une gouvernance un peu nouvelle de nos relations financières avec les pays d'Afrique et de la Méditerranée, on en reparlera. 10 milliards pour la recherche. L'Europe a mis des milliards pour faire Airbus et ça a été un succès. L'Europe a mis des milliards pour faire Ariane et ça a été un succès. L'Europe a mis des milliards pour chercher le boson de Higgs et on a découvert le boson de Higgs et en chemin on a inventé Internet et les écrans tactiles. Est-ce que l'Europe se donne les moyens d'avancer sur une voiture qui consommera beaucoup moins? Bien sûr, il faut des transports en commun, bien sûr, il faut prendre son vélo, mais il y a tous des moments où on a besoin d'une mobilité personnelle. Est-ce que l'Europe est capable de se dire, dans 15 ans, on aura inventé une voiture qui consomme beaucoup moins et qui consomme des énergies renouvelables? Est-ce qu'on aura inventé un ordinateur qui consomme moins? Parmi les choses qui augmentent beaucoup, on est tous sur nos tablettes. Est-ce qu'on est capable de, voilà. Donc, il y a besoin, sur le stockage des énergies renouvelables, on a fait des grands progrès depuis 20 ans, mais il y a encore des progrès à faire. Donc, est-ce qu'on met, et parmi les gens qui nous soutiennent, il y a Michel Spiro, l'ancien patron du CERN, qui a dit que c'est encore plus important. Ils ont découvert le boson de Higgs et ils ont inventé Internet. Nos chercheurs, on l'oublie, mais c'est des Européens qui ont inventé Internet et les écrans tactiles. Et Michel Spiro dit que ça aurait de l'allure qu'on mette un vrai plan de recherche pour régler les questions de climat tous azimuts. Et puis 50 milliards dans ce budget pour que chacun de nous soit aidé s'il y a des travaux à faire dans la maison où vous habitez ou dans l'entreprise où on travaille, ou ici il faut isoler le Sénat, que tous les travaux puissent être cofinancés. En gros, on puisse dire à une famille, si vous faites des travaux d'isolation, on va diviser par 2 la facture. On vous promet qu'il y aura des gens compétents et vous aurez la facture divisée par 2. Donc comment trouver 100 milliards? Et quand Emmanuel Macron à la Sorbonne dit qu'il veut une nouvelle ambition pour l'Europe et un budget de plusieurs centaines de milliards, nous on dit chiche. Pour le climat, il faut 100 milliards chaque année. La question est de trouver 100 milliards sans avoir des millions de gilets jaunes, parce que la question de la justice sociale, de la justice fiscale ne peut pas être oubliée. Donc comment trouver 100 milliards sans braquer des millions d'Européens? On pense que la meilleure solution, c'est une idée qu'avait déjà mis Jacques Delors sur la table il y a 30 ans, que Mario Monti a remis sur la table il y a 2 ans, en disant l'Europe va mourir si on continue la concurrence fiscale. Depuis que l'Angleterre est rentrée, c'est à qui va baisser le plus son impôt sur les bénéfices, parce que le voisin fait pareil. Les bénéfices n'ont jamais été aussi importants, jamais il y a eu autant de bénéfices, mais chaque pays baisse son impôt parce que le voisin fait pareil. Le journal Ouest France a fait une infographie très intéressante qui montre comment aux États-Unis, de Roosevelt jusqu'à Trump, la courbe en rouge, c'est les États-Unis, un pays pourtant libéral, mais de Roosevelt jusqu'à Trump, l'impôt sur les bénéfices était à 38%. Parce que quand Roosevelt arrive, c'est pareil, les caisses sont vides, la Floride baisse son impôt, le Texas baisse son impôt, l'Arkansas baisse son impôt, et les caisses sont vides. Et en 4 mois seulement, Roosevelt a fait un impôt fédéral en disant
On a besoin d'actionnaires, évidemment. Ils prennent des risques, c'est normal qu'ils soient récompensés, mais on peut quand même leur prendre 38%, ils ne vont pas en mourir. Et de Roosevelt, 1933, jusqu'à 2017, Trump, l'impôt était à 38%, tandis que nous, en Europe, on est tombé à 19%. C'est quand même le monde à l'envers. L'impôt sur les bénéfices était, jusqu'en décembre, il y a un an, 2 fois plus important aux États-Unis que chez nous. Et même avec la réforme de Trump, il est tombé à 24%. Donc on propose un impôt de 5% en moyenne. Et quand Jean-Pierre Raffarin nous dit qu'il nous soutient, il dit voilà, il y a besoin de dire la vérité. Si on veut un budget, il faut dire en gros comment on le finance. Et après ça, peut-être on peut faire moins pour les PME, lutter contre l'évasion fiscale, donc l'impôt sera plus faible. Mais en gros, on dit que c'est carrossable avec un impôt de 5% sur les bénéfices, sachant en plus que le FMI nous alerte sur le fait que les bénéfices non réinvestis, en tant que tel, le fait qu'il y ait des bénéfices, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les entreprises vont bien. Mais la question est de savoir est-ce que les bénéfices repartent vers l'investissement ou partent vers les marchés financiers ou vers les dividendes. Et le FMI nous dit que ça devient un vrai problème macroéconomique, la part des bénéfices qui n'est pas réinvestie. Donc prendre 5% sur les bénéfices pour faire de l'investissement sur tous nos territoires, même du point de vue bêtement économique, sans doute une bonne chose. Et ça permettrait, j'ai vraiment fini dans une minute, ça permettrait effectivement de diviser par 2 la facture, si chacun et de dire aux citoyens, si vous faites des travaux dans votre maison, si vous faites des travaux dans cette ferme, dans cette PME, eh bien, on vous promet qu'il y aura des gens compétents et la facture sera divisée par 2 grâce au budget européen. Quand vous devrez payer la facture, vous aurez un chèque qui montre que la moitié de la facture est payée et le reste, vous le payez par un prêt à taux zéro. Vous allez faire des économies sur vos dépenses de chauffage et vous remboursez sur 10 ou 15 ans votre prêt à taux zéro. Voilà. Et si on a ces doubles financements, ça change beaucoup de choses. Les gens du secteur de l'agriculture, les jeunes de la FNSEA nous disent mais ça change tout parce qu'effectivement, si on veut faire du biogaz, je garde ces exemples pour le débat. Au total, on peut créer donc 700 000 ou 800 000, 900 000 emplois. On débloque des financements au niveau européen, mais c'est évidemment au niveau des territoires qu'on voit les problèmes, c'est au niveau des territoires qu'on invente les solutions et c'est au niveau des territoires qu'on va créer tous ces emplois. Merci beaucoup, je m'arrête là. Merci beaucoup pour cette présentation très complète et très intéressante et très pédagogique. J'ai beaucoup de demandes de parole, j'ai déjà une vingtaine de demandes de parole, donc on fera, comme on l'a fait lors des dernières auditions, des questions vraiment limitées à 2 minutes pour que chacun puisse s'exprimer. Je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Bignon, comme c'est lui le responsable du groupe de travail réchauffement climatique, pour la première question. Monsieur Bignon, il ne sait pas toujours faire 2 minutes, mais on va lui laisser 2 minutes 30 pour lui. Ça arrive à des gens très bien d'être un peu long. Je ne suis pas sur le bon. J'avais lu dans la presse la position adoptée par M. Laroutourou et M. Jouzel au mois de décembre, et posant une question sur les conséquences de Katowice à Mme Poirson dans la question d'actualité, j'ai inclus dans ma question la position que je voulais connaître, la position que prendrait le gouvernement sur les propositions que vous faisiez. Donc dès le mois de décembre, j'ai interrogé publiquement Mme Poirson. Alors, elle n'a pas répondu à vos propositions, au fait que vous faisiez cette proposition, mais elle a quand même répondu. Je relisais tout à l'heure en vous écoutant ce qu'elle disait. Elle a bien compris, et j'ai l'impression que le gouvernement a intégré, en tout cas Mme Poirson, elle parlait au nom du gouvernement, elle a bien compris que le système financier doit prendre toute sa part sa part de responsabilité. Les investissements privés doivent être dirigés de façon massive vers des projets qui sont bons pour la planète. Donc je pense qu'il y a un début de compréhension, en tout cas je l'ai ressenti comme ça. Dans un premier temps, ne vous ayant pas cité, j'ai compris. Alors ma question, j'ai fini, je vais être dans la minute, Monsieur le Président. Ma question, c'est où en êtes-vous de vos travaux avec le gouvernement, parce que j'ai compris que c'était un sujet européen, mais il faut commencer par convaincre le gouvernement de notre pays. Et est-ce qu'on pourrait vous aider, nous, comme parlementaires, pour être utiles dans le débat avec d'autres parlementaires d'autres pays? Est-ce qu'on peut imaginer une dynamique qui se crée en voyant les gens du Bundestag, les gens de Hollande qui sont dans les mêmes préoccupations que nous? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Non, simplement, merci Jérôme, un commentaire rapide. Enfin, moi j'ai interagi avec Brune Poirson qui effectivement est très motivée par l'engagement, enfin la nécessité d'engager le secteur financier. Ça c'est très clair. Pierre, tu réponds. Pardon, c'est bon, vous m'entendez? Sur le bouton, un petit bouton rouge, hop. Il est derrière toi. Voilà. Ici. Merci, veuillez m'excuser.
Merci pour votre intervention, monsieur le sénateur, et merci d'en avoir parlé devant nous. Juste, on va essayer de faire des réponses courtes, puisqu'encore une fois, on a une vingtaine de questions qui attendent. On a été reçu 8 fois à l'Élysée. Le fait que j'ai été nommé au Conseil veut dire qu'on est dans le paysage, mais pour le moment, il n'y a aucun... Voilà, Nathalie Loiseau a fait un discours très favorable. Je ne veux pas trahir le secret des discussions qu'envoie un conseiller du président, ou vous comprenez, ou la ministre. Voilà, donc évidemment, il y a un intérêt, mais maintenant, ça fait 15 mois, notre premier rendez-vous à l'Élysée à Matignon, et ça fait 15 mois qu'on nous dit que c'est très intéressant. Et pendant ce temps-là, la fenêtre pour faire bouger les choses se rétrécit. Donc oui, on a besoin de votre soutien. Oui, c'est très clair. On a été auditionné à l'Assemblée par les deux commissions de développement durable et affaires européennes. Il y a la majorité des députés de ces deux commissions qui nous soutiennent. On vient de passer la semaine dernière les 200 députés qui nous soutiennent officiellement. Je ne sais pas s'il est possible qu'on ait un vote, je n'y avais pas pensé avant, mais soit aujourd'hui, soit une autre fois de votre commission. Il faut pousser Mme Merkel et M. Macron à l'audace. Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, nous soutient. Je suis allé 2 fois à Madrid, mais ça devient étonnant de voir les messages positifs qu'on nous envoie au Bundestag, au ministère à Berlin, à Bruxelles. On a été auditionné par le CESE. Le CESE a fait un rapport officiel pour dire qu'il nous soutient. Moi, j'étais à Katowice, invité par le CESE européen. Il y avait en même temps le patronat et les syndicats européens qui disaient qu'ils nous soutenaient. Maintenant, il faut qu'on les pousse au courage et à l'audace. Donc, on serait très heureux si vous pouviez avoir un vote de cette instance et peut-être nous aider pour des contacts. À coup sûr, en Allemagne ou aux Pays-Bas, ce serait très utile. Merci. Effectivement, on voit que quand on a l'ambition d'avoir une politique menée au niveau européen, c'est toujours plus long, plus compliqué. Et on le voit là, avec une actualité récente sur la taxation des GAFA, où finalement, après beaucoup d'années d'hésitation, le gouvernement français se dit bon, ben, on va le faire nous-mêmes parce qu'on n'arrive à rien au niveau européen. Donc, je crois qu'il faut pas. Le problème au niveau européen, c'est qu'il y a toujours un État qui s'oppose et puis qui a un phénomène où tout le monde attend l'autre. Donc, je crois qu'il faut aussi qu'on essaie d'être moteur et puis surtout de rompre avec cet argument qu'on a trop souvent, c'est de dire oh bah à côté c'est encore pire que ce qu'on fait, on est déjà pas si mal par rapport aux autres. Ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup trop en matière notamment d'environnement. Donc je retiens cette idée qu'il faut peut-être qu'on puisse faire, je ne sais pas si ça peut passer par un projet de résolution comme Jérôme Bignon l'avait porté dans notre assemblée au moment de la COP 21, mais il faut qu'on regarde ça pour à notre place essayer de jouer cet effet d'entraînement. Monsieur Bigot. Oui, merci Monsieur le Président et merci aux deux intervenants pour la qualité de leurs propos et ces piqûres de rappel. Vous avez souligné que par vos interventions qu'il fallait permettre à une société nouvelle, plus équilibrée et sans doute plus sobre en énergie d'émerger. Et pour ça, il faut à la fois une volonté politique, il faut aussi, vous l'avez indiqué, un soutien financier, mais aussi, j'ajouterais, humain, puisque c'est aussi par le changement de nos comportements qu'on arrivera à faire quelque chose de durable. S'agissant des outils que vous avez proposés, la création d'une banque et la mise sur pied d'une politique européenne, la création d'une banque, et le constat que vous avez fait, c'est vrai que l'ADEME, par exemple, pointe qu'on pourrait créer 800 000 emplois pour soutenir cette rénovation énergétique. Pour l'instant, aucun pays n'arrive à lutter efficacement contre le réchauffement climatique. J'arrive moi aussi au titre de l'Union interparlementaire de la COP 24 et à ce titre, on a eu des difficultés à faire un communiqué final qui a été fait par consensus. La soutenabilité des investissements à long terme pour les rénovations liées à la transition énergétique n'a pas été introduite, notamment. C'est vous dire la difficulté qu'il y a à faire entrer dans les têtes la nécessité de s'engager durablement dans cette direction. Donc, vous avez parlé de la création d'une banque, d'une politique européenne. Ça, c'est un beau sujet pour les élections qui se profilent. Et vous avez évoqué le soutien de certains gouvernants. Nous sommes dans des sociétés démocratiques, peut-être pas assez démocratiques quand on est en jaune sur des ronds-points notamment, mais enfin pour l'instant, ce sont le mode de gouvernance que nous avons adopté qui nous donne plutôt satisfaction. Oui, je vais aller vite, Monsieur le Président, j'y arrive. La question, c'est si certains pays ne veulent pas s'engager ou font marche arrière, qu'est-ce qu'il faudra faire? Ça rejoint un peu la question que soutenait tout à l'heure le Président Moret, mais ça va être une véritable difficulté quand on sait que certains pays, et pas des moindres, aujourd'hui envisagent une marche arrière sur la COP 21 notamment. Merci. Qu'est-ce qui répond? Allez-y. Alors, vous avez raison qu'on n'aura sans doute pas l'unanimité. Le conseiller à Madrid, le conseiller politique de Pedro Sanchez me disait tu n'auras pas l'unanimité, mais tu auras sans doute 13 ou 14 pays très vite. Voilà. Donc,
Premièrement, je voulais aussi répondre ça après l'intervention du président. La question du climat est sans doute le meilleur sujet pour débloquer les négociations européennes. Vous savez comme moi qu'il y a 7 ou 8 pays du nord de l'Europe, drivés par les Pays-Bas, qui ont fait une lettre assez violente pour dire il y en a marre du couple franco-allemand qui décide de tout à la place des autres. Et le grand budget de M. Macron, c'est non, non et non. Mais justement, dans ces pays-là, la question du climat domine le sujet. L'autre jour, je montrais à l'Élysée, à Alexis Kohler, l'interview de Jens Weidmann. Weidmann, c'est le patron de la Bundesbank, sans doute le prochain patron de la BCE, quelqu'un qui compte beaucoup en Allemagne. Et toutes ces interventions depuis 18 mois, c'est pareil. C'est M. Macron est jeune et dynamique, c'est super, mais son projet de refondation de l'Europe et d'un grand budget, c'est non, non et non. Jens Weidmann est très clair. Et après ça, dans toutes ces interviews, il dit « faisons les choses dans le bon ordre. Quels sont les problèmes qu'on a au niveau national, qu'on ne peut pas régler au niveau national et qu'on pourrait régler au niveau européen ?» Par exemple, la protection de l'environnement et la protection des frontières. À chaque fois, Weidmann donne ces deux exemples, la protection de l'environnement et la protection des frontières. Et ça pourrait nécessiter un budget commun et un transfert de compétences. Donc, il y a en Allemagne, comme aux Pays-Bas, comme dans beaucoup de pays, il y en a qui sont complètement hostiles à l'idée d'augmenter le budget, sauf sur la question du climat et de la protection des frontières. Et donc, du point de vue technique, on a des grands juristes qui ont accepté de nous aider bénévolement pour rédiger le traité. On a commencé à rédiger le traité. Et même si on n'avait que 8 ou 9 pays, on pourrait avancer. On prend le parallèle avec ce qui a été fait pour le mécanisme européen de stabilité. Vous vous souvenez quand les chefs d'État se sont dit, s'il y a une nouvelle crise, il faut qu'on innove. Et donc, on a fait ce qui est devenu un traité, mais qui était au début un règlement, où on s'appuie sur un article des traités européens et où les pays qui le veulent avancent et les autres, voilà, on n'a même pas. Alors que pour une coopération renforcée, il y a un an, on suggérait une coopération renforcée, mais une coopération renforcée, il faut être au moins 11 pays. Je suis fatigué, je crois que c'est 11, et il faut en gros qu'il y ait une majorité qualifiée, donc ça veut dire qu'il n'y ait pas trop de veto. Tandis que donc ce qui est hasardeux, mais qui pouvait passer. Plusieurs personnes au Quai d'Orsay nous disaient qu'on pouvait y aller avec une coopération renforcée. Et depuis, on a trouvé un système encore plus souple et plus efficace, c'est faire le parallèle avec le mécanisme européen de stabilité. Donc même s'il n'y avait que, vous souvenez-vous, Schengen, au début il n'y avait que 5 pays dans Schengen, on a avancé et maintenant je crois que quasiment tous les pays d'Europe sont dans Schengen. Donc en fait il n'y a pas de problème et je pense que les esprits évoluent, y compris en Pologne, où les gens en ont marre de respirer un air pollué. La question est juste, et je finis là-dessus, si on dit juste aux Polonais qu'il faut fermer le charbon, évidemment, ils ont peur d'avoir 100 000 chômeurs de plus. Par contre, si on dit aux Polonais qu'ils auront des aides aussi pour créer des emplois dans le bâtiment, dans les transports en commun et dans l'agriculture, ce sera plus facile de se donner 10 ans pour fermer le charbon si, à proximité, on peut trouver des boulots correctement payés pour ceux et celles qui vont perdre leur emploi dans le charbon. Donc, en fait, plus le plan sera global et bien financé, plus ce sera facile de sortir rapidement du charbon en Allemagne ou en Pologne. Monsieur Pointreau. Merci, Monsieur le Président, et merci aux intervenants pour votre présentation sur l'état des lieux du réchauffement climatique. Et vous avez certainement raison d'être alarmiste, mais vous savez que nous vivons aujourd'hui une crise politique sans précédent depuis 50 ans, qui est due à une révolte fiscale, notamment sur la hausse des carburants, qui était prévue pour l'effort environnemental, et notamment les gaz à effet de serre. Je crois que les Français sont conscients de ces problèmes climatiques et mesurent l'urgence écologique. Par contre, je pense qu'ils ne sont pas prêts d'accepter cette écologie punitive. Alors moi, je voulais savoir comment éviter cette écologie punitive. Vous avez parlé d'un plan Marshall, parce que cette écologie punitive pénalise surtout les classes moyennes et la ruralité. Mais comment faire pour admettons que vous mettiez en place votre plan Marshall pour l'Europe, sachant que nous avons les gaz à effet de serre, c'est à peu près 38% pour les États-Unis, 30% pour la Chine, 8% pour l'Europe, dont 15% pour le logement et 13% pour les véhicules. Quel impact, en faisant l'effort au niveau de l'Europe et notamment de la France, quel impact cela aura au niveau mondial? Je crois que c'est important de le savoir parce que nos Français, je vous le dis, sont un peu circonspects sur cette façon de les pénaliser. Il y a un débat national, je pense qu'il faut y participer, messieurs, si vous voulez faire accepter cette écologie par rapport aux Français.
Et comment essayer de convaincre la Chine et les USA, parce que le problème, il est là aujourd'hui. Merci. Oui, je vais répondre rapidement sur la fiscalité. Donc à Katowice, et puis il y a un article récent, enfin la semaine dernière dans Nature, les pays où la fiscalité écologique est bien acceptée, il y a deux conditions très claires. La première, c'est qu'il y a un volet social, ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'est pas le cas. Disons, la taxe telle qu'elle a été définie est profondément injuste, c'est très clair. C'est-à-dire que les gens les moins aisés sont plus affectés, au moins de façon relative, c'est très clair. Et la deuxième condition, c'est que les gens sachent où va l'argent, à quoi il sert. Donc ce sont deux conditions impératives. Tous les pays qui ont vraiment tenu la Suède, les pays, ça marche très bien la fiscalité écologique. Mais tant que Bercy sera une boîte noire, ça n'ira pas. Soyons clairs. Donc tout ça c'est bien défini. Je peux vous envoyer l'article dans Nature la semaine dernière. C'est très bien défini. On sait les conditions pour mettre en œuvre une fiscalité écologique. Donc il y a des bons exemples. Donc on ne le fait pas en France. Voilà, c'est tout et on se plante. J'étais dans la commission Rocard, donc on peut parler de ça. Sur le rôle de la France, il ne faut pas voir ça comme ça. Il faut voir cette transition comme quelque chose de dynamique, de positif. C'est le pays, le grand pays ou le bloc de pays, la Chine, l'Europe ou les États-Unis, qui prendront le leadership sur la lutte contre le réchauffement climatique, qui économiquement gagnera. C'est bien ça qu'il faut voir. Disons, rester accroché aux fossiles, c'est aller dans le mur, c'est très clair. Dans 10 ans, les gens nous diront il fallait le dire. Il fallait nous dire qu'il fallait changer. Il y a une chose que vous devez retenir, c'est que le climat que nous vivons aujourd'hui, c'est le climat que nous envisagions il y a 30 ans. Une augmentation de moyenne d'à peu près 1 à 2 dixièmes de degré par décennie, avec une intensification des événements extrêmes. Donc il faut quand même prendre au sérieux ce qu'on envisage dans 30 ans ou au-delà. Et je vous assure que ça ne tiendra pas la route, les pays ou les blocs de pays qui restent accrochés aux combustibles fossiles. C'est le contraire, le dynamisme économique, c'est faire la transition. Merci. Je partage évidemment 100% de ce que vient de dire Jean. Rapidement, parce que la liste des demandes de prise de parole continue à s'allonger. Je crois que dans notre projet, il n'y a rien de punitif. Je fais 2 ou 3 débats et Jean en fait encore plus que moi chaque semaine. L'autre jour à Mayenne, la salle était archi pleine. Il y avait en même temps la jeune chambre économique, des gens de la FNSEA, de la Confédération, des jeunes, des retraités. Et puis les gens, à la fin, on a compris qu'il y avait 8 gilets jaunes. Ils n'avaient pas leur gilet, mais il y en avait un qui en fait me filmait depuis le début et qui expliquait qu'il y avait 140 personnes qui regardaient et qu'ils étaient très intéressés. Et tous ces gens étaient très heureux. Vous l'avez dit, la plupart des Français comprennent le problème du climat. Pareil, quand les jeunes de la FNSEA nous invitent, ils disent, c'est l'événement de rentrée des jeunes de la FNSEA, ils disent ce débat était inimaginable il y a 15 ans. Il y a 15 ans, tous les agriculteurs étaient plutôt climato-sceptiques. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun climato-sceptique. La question est de savoir comment on finance. Le gars qui animait le débat disait je fais du lisier, je suis éleveur, je sais très bien que je vais abîmer la nappe phréatique et abîmer l'atmosphère. Je sais maintenant que le biogaz c'est efficace, ça n'explose pas, mais c'est 500 000 € d'investissement. Quand la plupart des agriculteurs n'arrivent pas à se payer le SMIC, on ne peut pas leur demander de sortir 500 000 €. Voilà. Il dit par contre, s'il y a un pacte climat qui me divise par 2 la facture, et si je suis sûr d'avoir des débouchés pendant 30 ans, peut-être que 2 ou 3 fermes peuvent se mettre ensemble, on va créer un emploi et ça va faire un revenu supplémentaire. Au lieu d'être des emmerdes, au lieu d'être des problèmes à régler, le lisier va devenir une source, mais ça suppose ça suppose que la moitié de la facture soit payée. Souvenez-vous, il y a 50 ans, quand Pisani a voulu moderniser l'agriculture française, on y a mis des milliards et des milliers de techniciens faisaient la tournée des popotes pour aider les paysans à se former et le Crédit Agricole finançait la moitié du tracteur. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, pour réorienter notre modèle, de mettre la même bienveillance, de mettre de l'intelligence, parler aux gens, aider les agriculteurs à échanger sur les bonnes pratiques, mais le terrain est mûr. Et dans ce qu'on propose, il n'y a rien de punitif. On va créer des emplois. Donc, on voit, et sur l'aspect, il n'y a rien, vraiment, la diversité des gens qui nous soutiennent, alors que les maires ruraux, là, si on disait oui, on serait toutes les semaines avec la prochaine fois, on a les 4 départements de Bretagne, il y a des centaines de maires ruraux qui nous ont invités début février parce qu'ils veulent s'engager sur ce projet, alors que beaucoup sont super remontés contre la taxe carbone parce qu'ils disent évidemment il faut prendre moins souvent sa voiture, mais aujourd'hui il n'y a aucun transport en commun dans la région où je suis, il n'y a pas de boulot sur place et il n'y a rien qui est fait pour que les gens travaillent à distance. Donc si on n'a pas des investissements pour favoriser le travail à distance ou des transports en commun ou des voitures qui consomment moins, ben c'est augmenter la taxe carbone, c'est juste braquer des gens, sachant que 40% des Français n'ont aucune épargne. Donc, non, voilà. Donc tandis que la fiscalité qu'on propose, c'est les actionnaires, on va tous faire un effort, chacun de nous devra faire un effort,
prendre moins souvent l'avion, prendre moins souvent sa voiture. On va demander un effort aux actionnaires, ils ne vont pas en mourir. Et si on crée 800 000 emplois, c'est toute l'économie qui va redémarrer. Donc les actionnaires pourront voir aussi que les entreprises vont bien. Sur la question géopolitique, on sait très bien, on l'a encore vu à Katowice, qu'avec Donald Trump à la Maison-Blanche, avec Bolsonaro au Brésil, on n'aura jamais aucun accord international ambitieux. Donc soit on se flingue et on attend la fin du monde, soit on se dit l'Europe est la première puissance économique mondiale, on arrête de se flageller, l'Europe est la première puissance économique mondiale, et si nous, l'Europe, on montre que on peut vivre bien, continuer à innover, vivre bien, c'est pas revenir un siècle en arrière et consommer moins d'énergie fossile et créer des emplois, ben nous on fait le pari que même s'il n'y a que 13 ou 14 pays, mais ça se saura, et peut-être que 6 mois plus tard, le Japon fera pareil. L'effet de domino, on parle souvent de l'effet de domino quand il y a une catastrophe, une banque fait faillite et il y a 3 banques qui font faillite, mais si l'Europe dit allez on y va, on arrête les rustines, on prend le taureau par les cornes, le Japon, depuis quelques mois, la question du climat monte parce qu'il y a eu 3 catastrophes à la suite. Les Japonais ont été frappés par 3 atrocités, des inondations catastrophiques, des canicules catastrophiques, un typhon majeur, et la Banque du Japon ne sait plus quoi faire de ses liquidités. Donc si l'Europe, je parie que si l'Europe lance le modèle, eh bien les Japonais se diront pourquoi on ne fait pas pareil dans les 2 ans qui viennent. Et la Chine se dira pourquoi on n'accélère pas. Et peut-être que celui ou celle qui va remplacer Trump dans 2 ans ou dans 6 ans se dira on a été bien bête de ne pas faire pareil. Donc il ne s'agit pas de renoncer au niveau international, mais si l'Europe et l'Afrique, je répète, il y a un plan, si l'Europe et l'Afrique montrent qu'on peut vivre bien et sauver la planète, sauver le climat, Merci. Il y aura un effet d'entraînement. Non, mais je crois que les mauvaises pratiques de certains ne doivent pas justifier le fait qu'on ne recourt pas aux bonnes pratiques, bien au contraire. Bien au contraire. Et ce qu'a dit ce Jouzel sur la fiscalité écologique rejoint tout à fait ce qui a été dit ici même dans la table ronde qu'on a organisée il y a quelques mois sur le sujet. La fiscalité écologique, elle doit permettre d'être affectée à l'écologie et que ça le soit en toute transparence. Or, ce qui était proposé par le gouvernement, de toute évidence, c'était pas ça. C'était pour boucher les trous du déficit budgétaire et pas pour financer la transition. D'où le problème. Monsieur Longeau. Merci Monsieur le Président. Moi d'abord, je vous remercie les intervenants parce que c'est important ce que vous nous dites. Mais moi j'ai quand même une inquiétude. C'est que vous nous avez parlé de Jean-Pierre Raffarin qui déjà en 2003 disait voilà, il faut mettre en place un certain nombre de choses. On est en 2019 et on est toujours en train de se poser la question. Il faudrait réduire de moins 3%. Et on est à plus 3,2%, ce qui fait une différence de 6 quand même entre l'objectif qui s'était fixé et l'objectif que malheureusement on a atteint avec ces 3,2%. Donc ça c'est le premier point. Comment parce que quand on vous écoute, on est tous très motivés et tous derrière, mais je pense que c'est un peu notre mentalité, on oublie un peu de temps après. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et puis, je crois qu'il y a... tout à l'heure, j'ai souri, effectivement, quand vous avez évoqué, cette année, on va changer les fenêtres, demain, on va changer les portes, puis après-demain... Mais je pense qu'il y a aussi un vrai problème, c'est... ok, il faut qu'on traite ce problème-là au niveau européen, mais déjà en France, il faudrait déjà qu'on clarifie, savoir qui est chef de file de cette problématique. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les régions? Est-ce que c'est les départements? Est-ce que c'est les communes? Je sais pas, mais il faut vraiment qu'on ait un chef de file parce que tout le monde s'éparpille, tout le monde dit bah oui, mais moi je vais financer la poignée, moi je vais financer la porte, moi je vais financer la fenêtre et on ne sait plus où on en est. Ça c'est un vrai problème. Et puis je crois qu'on a un autre problème qui est quand même important, c'est qu'on nous a il y a 20 ans dit il faut tous acheter des voitures diesel parce que c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui va bien, il n'y a pas de souci. Et puis aujourd'hui on nous dit acheter des voitures électriques, c'est ce qu'il y a de bien, c'est ce qu'il y a mieux, mais dans 20 ans, si on se revoit, peut-être que le véhicule électrique ne sera pas la panacée que l'on dit aujourd'hui. Merci. Merci. Est-ce que ça appelle une réponse de votre part? Je crois que c'était plus un constat. Un mot? Non, juste un mot, Jean. Non, simplement un exemple pour, si on revient, simplement. Si vous regardez ce que disait la communauté scientifique dans nos laboratoires, il y a des gens qui travaillent sur la pollution. Eh bien, il y a 20 ans, la communauté scientifique était unanime sur le fait de dire qu'il ne fallait pas aller sur le diesel. C'est très clair. Donc la raison est bien là. Donc j'espère qu'on ne fera pas la même erreur pour le réchauffement climatique. Donc écoutons les scientifiques. Monsieur Gold. Merci Monsieur le Président. Merci messieurs pour vos explications et l'intérêt de vos propositions. L'un des atouts de ce pacte étant qu'il fonctionne avec un budget propre et donc ne pèse pas sur la fiscalité des ménages. Il peut aussi permettre de donner du sens à l'Europe et de lutter contre ce sentiment anti-européen. Mais il faut un accompagnement qui redonne de la justice, comme le précisait Monsieur Jouzel. Moi, je m'interroge et aimerais avoir votre avis, même si la lutte contre le réchauffement climatique n'est bien sûr pas un choix, évidemment.
Alors comment faire en sorte que les TPE, PME ne se sentent pas injustement taxés sur leurs bénéfices par rapport aux multinationales qui ont les moyens de pratiquer en permanence de l'optimisation fiscale? Et puis, je crois qu'une réforme fiscale au niveau européen doit être approuvée par le Parlement et par chacun des États membres. Si tous reconnaissent ou sont censés reconnaître l'urgence climatique, pensez-vous qu'ils soient prêts à franchir le pas? Visiblement, un débat est lancé sur les règles de vote au sein de l'Union, mais pour l'instant, c'est l'unanimité qui prévaut en matière fiscale, ce qui rend l'aventure, à mon avis, un peu difficile. Oui. Merci pour votre question. Alors, en un mot pour M. Longo, veuillez m'excuser. Il ne faut pas laisser tomber. Effectivement, Jean-Pierre Raffarin, il faut vraiment maintenant, il y a besoin d'un accouchement. Hein. Moi, il y a un moment où, au bout de 9 mois, il faut que le bébé sorte par la césarienne. Il y a un moment, ça fait 30 ans qu'on parle d'une nouvelle société, ça fait 30 ans que le GIEC nous alerte. Il y a un moment, il faut que le bébé sorte, sinon et le bébé et la mère peuvent y rester. Donc, je pense qu'il faut se dire que dans les mois qui viennent, on doit pousser nos dirigeants à l'audace. Une idée que je viens d'avoir, c'est des gens très différents nous soutiennent. Christian Estrosi nous a fait venir. Les 49 communes de la métropole ont voté à l'unanimité, sauf 2 Front National, mais tous les élus des 49 communes ont voté un texte de soutien. Et là, Christian Estrosi nous a fait en copie d'une lettre de 2 pages où il demande au président Macron de nous recevoir et de reprendre à son compte ce projet. Et voilà, il n'a pas juste fait un vote, fait la photo pour la presse. Certains croyaient que c'était de la com. Et Christian Estrosi, quand il rencontre des dirigeants de notre pays, quand il va et là, il a fait une lettre très claire en disant: Monsieur le Président de la République, dans le cadre du grand débat sur l'avenir du pays, je vous demande de recevoir Jouzel et de reprendre. Donc peut-être que vous pouvez aussi collectivement, il faut vraiment qu'on les pousse, parce que j'ai fait 1 an à Matignon, moi, avec Michel Rocard, je sais très bien comment des urgences peuvent bouffer l'agenda d'un premier... On sait tous, il y a tous les jours un truc qui est plus urgent et qui est plus grave. Le climat, ça peut attendre le mois prochain. Et 1 mois, plus 1 mois, plus 1 mois, il y a un moment où la fenêtre, s'il y a une crise financière qui explose, on oubliera complètement les questions de climat. Sur la question de la fiscalité, on l'a redit, c'est 5% en moyenne, ça pourrait être moins pour des PME, effectivement, ça pourrait être aussi lutter vraiment contre l'évasion fiscale. Il y a des choses à faire. On sait tous qu'il y a des mesures. Le dernier rapport du Sénat sur l'évasion fiscale montre que c'est plusieurs dizaines de milliards, rien qu'en France, qui manquent dans les caisses de l'État. Il n'y a pas de baguette magique, mais il y a quand même des moyens de retrouver des marges de manœuvre. Et puis les PME recevront aussi des aides et les PME vont aussi profiter. Si on crée 800 000 emplois, ça fait 800 000 familles, un salaire qui va rentrer, ça va relancer toute l'activité. Moi, j'ai des copains qui sont patrons de PME. Leur premier souci, c'est le chiffre d'affaires. Est-ce qu'on va vers un ralentissement? Est-ce qu'on va vers une crise financière? Ou est-ce que la société et l'économie française retrouvent un peu des couleurs et des chiffres? Voilà. Donc je répète, si on crée 800 000 emplois, il y a 800 000 familles qui vont sortir de la précarité et qui vont aussi avoir un niveau de vie et de consommation plus important. Je le répète sur la question de l'unanimité. On a trouvé un moyen pour contourner ce problème. Le mécanisme européen, je le répète plus lentement, je parle peut-être trop vite. Au début, on pensait à une coopération renforcée, mais il y avait quand même une capacité de blocage. Et là, on s'inspire de ce qui a été fait pour le mécanisme européen de stabilité, qui prévoit une contribution obligatoire des banques. Donc ça ressemble à de la fiscalité. On a évité le mot impôt, mais c'est quand même bien une contribution obligatoire des banques. Et c'est les pays qui le veulent qui mettent en place le mécanisme européen de stabilité. Ceux qui ne le veulent pas ne le font pas, mais n'ont pas les moyens de bloquer. Donc ce sera un vrai débat. Nous, on propose que ce traité soit proposé à l'ensemble des peuples d'Europe. Il ne s'agit pas de dire il y a ceux qui sont bons et puis ceux qui, a priori, on pense que vous êtes des gros imbéciles, on ne vous le propose pas. On trouve que ça aurait de l'allure que ce texte soit proposé à l'ensemble des peuples. Et après ça, chaque pays décide s'il veut ou pas rentrer dans cette union pour le climat. Et s'il dit non maintenant, mais qu'il change d'avis dans 3 ans, ils seront toujours les bienvenus. Merci. Je donne la parole à M. Gontard. Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour de rappeler cette urgence et puis surtout de rappeler que c'est les mesures qu'on prend aujourd'hui qui sont les plus importantes. Sur ce que vous avez proposé et ce que vous proposez, moi j'adhère complètement à la fois sur la Banque européenne du climat et puis sur ce budget doté de plus de 100 milliards et qui soit à l'échelle européenne. Ensuite, je me demande c'est quel mécanisme, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce que vous avez imaginé comme outil pour réellement contraindre que ces financements aillent vraiment sur la transition écologique. Vous avez parlé de la BCE qui avait injecté de 1500 milliards depuis 2015 et que seulement 11% ont été à l'économie réelle. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de notre pays, on a le livret de développement durable et solidaire sur lequel on sait qu'il y a à peine 40% qui vont sur le développement durable et même on finance même des actions vers le réchauffement climatique. De la même manière sur la Banque des territoires où on sait qu'on n'est pas
complètement à part sur la rénovation thermique. Donc voilà, quel mécanisme, une fois qu'on a cet outil, quel mécanisme on met en place, quelles contraintes on met pour que cet argent aille réellement sur la transition énergétique et écologique. Merci. Merci. Une réponse rapide. Là, s'il y en a parmi vous qui veulent nous aider, on est en train de réfléchir. Donc, il y a une équipe qui est en train de rédiger le traité, et puis une équipe, y compris des gens de l'ADEME ou des gens du bâtiment qui, à titre personnel, s'engagent comme citoyens, qui réfléchit à la gouvernance. Je ne sais plus, je suis fatigué, lequel d'entre vous a dit, il y a un vrai problème de pilotage. Qui c'est qui s'occupe de ce sujet? Je crois que c'est vous, monsieur le sénateur. Un jour, on nous dit qu'il faut du diesel, un jour, non. Tout le monde, voilà. Donc, qui c'est qui pilote? Et puis après ça, qu'est-ce qu'on fait au niveau des régions? Qu'est-ce qu'on fait au niveau des territoires? Mais il y a besoin d'un pilotage pour accélérer, échanger les bonnes pratiques et vérifier qu'effectivement que 100% de l'argent est utilisé dans le bon sens. Et c'est vrai en Europe et c'est vrai en Afrique. L'autre jour, on a fait un grand événement. Il y avait là un ancien ministre africain qui dit 40 milliards pour l'Afrique. Tout le monde se demande immédiatement quelle est la part qui arrive vraiment sur des projets et quelle est la part qui est détournée par quelques chefs d'État et leur famille. Donc c'est l'occasion, mais parlons-en, puisque tout le monde a ça dans la tête. Il n'y a aucun tabou. Donc c'est l'occasion d'améliorer la gouvernance sur le territoire français, sur les territoires européens, et aussi de poser la question en Afrique de comment on gouverne, comment on utilise, comment on contrôle. Souvenez-vous, le premier plan Marshall, le plan Marshall qui a aidé l'Europe à se relever, c'était quand même un changement radical de logique. Jusque-là, c'était malheur aux vaincus, les Allemands vont payer, voilà. Et on avait vu en 1918 que ça n'avait pas donné de très bons résultats d'humilier le peuple allemand. On avait vu 20 ans plus tard ce que ça donnait. Du coup, il y a un changement radical en 1945-1950. C'est en gros les vainqueurs, ou les États-Unis qui ont quand même beaucoup aidé pour la victoire, qui disent on va donner, ça va être 80% de l'argent, ce sera des dons. Donc on change complètement, c'est pas malheur aux vaincus, c'est le vainqueur qui ne va pas faire des prêts, qui va faire 80% des dons. Même si voilà. Et la seule condition, c'est une coopération. Les États-Unis disent il n'y aura pas de l'argent juste pour la France ou pour l'Allemagne, il faut qu'il y ait une coopération entre les pays pour qu'on donne de l'argent. Et là, peut-être que aussi en Afrique, il faut pousser à une coopération entre plusieurs pays, coopération entre les gouvernements et la société civile. Voilà, tout ça, on est en train d'y réfléchir. On n'a pas trouvé si tel ou tel d'entre vous a envie de nous aider sans que ça... voilà, on est preneur de vos réflexions. Ça, à nos yeux, c'est bien de montrer aussi qu'il y a la société civile et les élus. Il n'y a pas une paroi entre la société civile et les élus. Merci, Monsieur Houlgat. Merci, Monsieur le Président. J'ai deux questions et une remarque. La première question pour Monsieur Jean Jouzel. On parle souvent de moyenne d'augmentation de température, plus 2, 3 degrés. En termes de température nocturne, vous avez dit que c'était multiplié par un facteur de 2 ou 3, donc ça m'intéresserait de savoir le réchauffement climatique la nuit. La remarque, c'est que je me félicite, on assiste à un changement de discours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a essayé de mobiliser, il faut toujours le faire par la peur, en mettant en avant les catastrophes prévisibles et inéluctables. Maintenant, on essaie de mobiliser par l'enthousiasme. Et ça me paraît très bien en disant que c'est la troisième révolution industrielle qui est en marche et que la transition énergétique va créer des emplois, on l'a cité, en termes de modèles d'énergie, en termes de rénovation des bâtiments ou en termes de mobilité. Vous avez parlé tout à l'heure des assurances. Or, le marché des assurances au niveau mondial se chiffre en milliards de dollars. La sinistralité en 2018 a énormément augmenté. Irma a dû coûter à peu près 1,9 milliard aux assurances. Donc est-ce que de ce côté-là, il y a une piste de financement possible? Merci. La question m'étant posée, oui. Oui, je pense qu'il faut... Enfin, j'ai toujours essayé de dire... ça fait quand même une trentaine d'années que je fais des conférences sur le changement climatique, le réchauffement. J'ai toujours essayé de dire qu'il y avait un problème, mais il y avait aussi des solutions. Mais il faut pas, d'un côté, on ne peut pas masquer l'ampleur du problème, mais je crois aussi qu'il faut insister et mettre en route, disons, vraiment parler des solutions. C'est vraiment, c'est peut-être un numéro d'équilibriste, mais voilà, c'est quand même ce qu'il faut faire. Donc le deuxième point, c'était, oui, Hervé, sur... ouais, les assurances. Là, oui, il y a un potentiel chez les assureurs. Il y a un grand intérêt des assureurs, évidemment, pour ce problème du réchauffement climatique. Mais il n'y a pas d'engagement pour le moment. Et sur le problème du réchauffement, effectivement, disons, quand il y a une canicule, en période caniculaire, eh bien, on constate que, disons, si le climat se réchauffe entre plus de 2 degrés, les vagues de chaleur seront plutôt 4 degrés plus intenses la journée et plutôt 6 degrés un réchauffement de plutôt de 6 degrés jusqu'à 6 degrés la nuit. Et ça, c'est vraiment important. Et ceci sans tenir compte de l'effet, disons, d'îlot de chaleur urbain, qui a été extrêmement marqué, par exemple, en 2003 à Paris. Merci, Madame Lanfranchi.
Merci Monsieur le Président de me donner la parole. Merci messieurs pour ce débat très riche d'idées. Bien sûr, moi je ne suis pas du tout une climato-sceptique et je suis tout à fait d'accord avec cette urgence que vous avez signalée. Alors tout à l'heure, mon collègue a parlé de la mobilisation par la peur, la mobilisation par l'enthousiasme, mais il y a aussi la mobilisation par les outils. Alors des outils, il y a des outils fiscaux aussi qu'on peut utiliser et notamment lutter contre l'évasion fiscale, qui aujourd'hui est légale. Donc il faut rendre illégale toute évasion fiscale et à partir de ce moment-là, peut-être on aura beaucoup plus de crédits en fléchant pour cette urgence climatique. Ensuite, vous avez parlé d'une banque, pour le climat. Il y a déjà la Banque européenne d'investissement. Est-ce que ce sera la même banque? Est-ce que c'est mutualisé? Pourquoi créer un autre organisme? Et puis la dernière chose, il va y avoir une loi pour taxer les GAFAM. Est-ce que ça pourrait pas être complètement fléché sur le climat et être complètement transparent? Voilà mes inquiétudes, sachant que ça fait 30 ans effectivement qu'on parle et du climat et de l'évasion fiscale aussi et que rien n'a été fait à ce jour ou pas grand-chose. Merci. Merci, c'est vous qui répondez. Oui, d'accord avec vous, madame, pour dire qu'on pourrait en faire plus contre l'évasion fiscale et que, y compris embaucher des fonctionnaires chargés de vérifier que les entreprises payent correctement leurs impôts, c'est un investissement tout à fait rentable. Et dans tous nos pays, on a tendance à sous-estimer ce que ça pourrait rapporter. Sur la question des GAFA, c'est intéressant parce que ça me fait penser à ce que disent les maires ruraux. Les maires ruraux ont été reçus par le président Macron il y a quelques jours. Ils ont remis leur cahier de doléances. Et Vanik Berberian, qui est le président des maires ruraux, et Michel, son bras droit qui vient des Vosges, Michel Fournier, si ma mémoire est bonne, ont demandé pour la 50e fois que les dotations qui vont aux petits villages, qui vont au village soient les mêmes. Ils vous disent que ce qui arrive par citoyen est 2 fois plus faible chez Vanik Berberian que dans une grande ville. Et ils disent que l'intégralité, que s'ils obtiennent ça, s'ils obtiennent cette compensation, ils veulent que l'intégralité, ils se battent pour un traité européen, hein, mais ils disent qu'à court terme, si le gouvernement est d'accord à la fin du grand débat pour dire que les petites communes devraient recevoir la même, voilà, ils disent que l'intégralité de ce surplus sera mis pour financer la transition écologique, ce qui prouve ce besoin de financement et leur motivation. Merci beaucoup. Madame Préville. Merci Monsieur le Président. Merci d'abord pour vos présentations et globalement pour tout ce que vous faites. Effectivement, le constat est terrible et force est de constater que nous ne bougeons pas suffisamment vite et même on pourrait se dire si tout ça, enfin l'évolution du climat n'est pas plus rapide que nos décisions politiques. Alors moi je veux reprendre évidemment qu'il faudrait changer notre mode de développement, mais s'il n'y a pas une contradiction avec une société qui est libérale et mondialisée, et effectivement que la volonté politique peut-être ne peut pas être suffisante parce que c'est la finance qui chapeaute tout, et y compris d'ailleurs dans notre Constitution, parce que nous avons dans notre Constitution la liberté d'entreprendre. Alors certes, c'est bien d'avoir la liberté d'entreprendre, mais quelque part, ça bloque énormément de choses. Et quand on va revoir notre Constitution, il nous faudrait certainement et mettre en avant la protection de l'environnement et la prise en compte du changement climatique, notamment des objectifs de développement durable. Donc c'est un combat qu'il nous faudra mener parce que la réforme de la révision de la Constitution va arriver. Et puis d'autre part, je voulais aussi vous demander, nous aurons besoin de l'appui de nos populations. Et les gens sont de plus en plus, c'est vrai, à même comprennent et sont sensibilisés, mais peut-être pas suffisamment. Donc nous avons encore des marges de manœuvre sur ce sujet-là. Et puis dernière remarque, sur le plan Marshall, j'ai regardé hier un documentaire sur Arte où on parlait du plan Marshall. Donc le plan Marshall, c'est vrai, ça a permis aux pays européens de se relever de la Seconde Guerre mondiale, mais ça a permis aussi aux Américains de créer leur marché sur l'Europe et notamment l'avènement de la société de consommation qui peut-être serait venue par ailleurs, mais enfin voilà. Merci. Merci. Non. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu des retours, que les Américains avaient fait 80% de dons et qu'il y avait eu des retours par leur carnet de commandes. Voilà, aucun de nous n'est naïf, mais ça a quand même beaucoup changé. Le fait qu'il y ait cet argent qui arrive très massivement avec comme seule condition, vous devez coopérer, ça a quand même bien aidé à rentrer dans une logique de coopération plutôt que de la 28e revanche entre la France et l'Allemagne. Je n'avais pas répondu à la précédente question sur la banque par rapport. Donc ce qu'on propose, mais on ne prétend pas, c'est
il y a un an, on disait qu'on allait transformer la BEI. Il y a un an, on disait on ne touche pas à la BCE, mais on transforme la Banque européenne d'investissement. Et Philippe Maystadt, qui était jusqu'en décembre, jusqu'à il y a 13 mois, le président honoraire de la BEI, après avoir été le président exécutif, disait la meilleure solution, c'est de transformer la BEI. Depuis, des gens de la BEI nous disent, Philippe, hélas, est mort. Il savait qu'il avait une maladie qui le condamnait, mais jusqu'au bout, il nous a beaucoup aidé. Et maintenant, les gens de la BEI nous disent que transformer la BEI en tant que telle, ça va être compliqué, parce qu'il y a quand même des PME qui font pas des choses sales, mais qui font pas du green, qui ont besoin de financement. Il y a des collectivités qui ont besoin de financement. Donc transformer l'ensemble de la BEI, on va se heurter à des difficultés. Et que par contre, faire une filiale de la BEI a déjà une filiale, FEI, et qu'on peut très bien faire une filiale de la BEI qui aurait la note AAA et ou qui aurait à son conseil d'administration les pays qui le veulent. Donc s'il y a 8 pays, on peut partir avec 8 pays et la BEI et ces 8 pays sont actionnaires de la Banque du Climat. Donc il n'y a aucun problème technique. J'étais encore il y a 10 jours à Bruxelles avec un des grands chefs de la BEI. Il n'y a aucun souci. Sur la question d'un changement de société, oui, je crois bien que la question du climat est fondamentale, mais on est nombreux à comprendre qu'il y a besoin d'un changement complet et d'aller au-delà des discours. Si vous lisez déjà les bouquins de Jacques Delors et de Chaban-Delmas en 1970, déjà Jacques Delors, le livre qui fait que Jacques Delors émerge dans le débat public en 1970, il explique que le PIB ne veut rien dire, que quand il y a des tremblements de terre qu'il faut tout reconstruire, c'est bon pour le PIB, et que si les gens se droguent ou se prennent des anxiolytiques, c'est bon pour le PIB, et que par contre si les gens sont juste heureux dans une société équilibrée, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc déjà en 1970, Jacques Delors dit que cet indicateur ne veut rien dire, il faut des indicateurs sociaux, qui sait qu'il y a un travail correct, qui sait qu'il vit à moins de... Voilà, qui sait le temps de transport, l'accès à la culture. Bon. Donc ça fait 40 ans qu'on dit ça. Le rapport du GIEC, c'était il y a 30 ans. Donc, et maintenant, c'est Emmanuel Macron, dans ses vœux du 31 décembre, qui nous explique que le capitalisme dérégulé est en train de mourir. C'est le pape François qui nous dit qu'il faut un changement complet, le pape qui nous dit tout est lié. On était invité au Vatican il y a quelques temps pour un séminaire. Il faut entendre en même temps le cri des pauvres et le cri de la planète. Donc je crois qu'on est nombreux à comprendre que ce système nous mène à la ruine. La question est de savoir comment on accouche une nouvelle société assez vite. Et je pense que le bon niveau, c'est au niveau européen, qu'un pays tout seul aura du mal à changer de modèle et que comme la plupart des Allemands le comprennent ça aussi, que beaucoup d'Espagnols, que beaucoup de Hollandais aspirent à ce changement, on peut, à mon avis, avoir plusieurs pays qui enclenchent cette transformation. Et sur la question de la liberté d'entreprendre, je pense qu'on peut garder la liberté d'entreprendre que pendant 30 ans, souvenez-vous de ce qu'on appelait les accords de Philadelphie, avant Bretton Woods, Roosevelt fait signer un texte magnifique, priorité à la justice sociale. Pendant 30 ans, entre 1945 et 1980, on a su concilier la liberté d'entreprendre et le fait qu'il y avait dans chaque pays et dans le commerce mondial des régulations sociales. Voilà, Philadelphie, ça a marché. Il y avait de la concurrence, il y avait de l'innovation, mais par en haut. On ne pouvait pas faire du dumping social ou du dumping fiscal. Tous ceux qui avaient connu la crise de 29, le texte de Philadelphie, je vous invite à le relire, il est magnifique. La paix mondiale ne saurait être préservée sans justice sociale. Le travail humain n'est pas une marchandise. Il faut dans chaque pays et dans le commerce mondial des règles du jeu, et c'est très concret sur le salaire minimum, sur la retraite, le financement de la retraite. Et ça n'a pas empêché la libre entreprise. Et pendant 35 ans, on n'a eu aucune crise financière et on n'avait besoin ni de dette privée ni de dette publique pour nourrir le système. Donc, il ne s'agit pas de remettre en cause la liberté d'entreprendre, mais il s'agit de dire qu'on a besoin de régulation sociale et écologique. Merci. Monsieur Boyer. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Les phénomènes extrêmes, les transferts de population, tout ceci nous donne un constat quand même très noir et un avenir catastrophique. Donc l'urgence concerne bien sûr la France, mais surtout les pays pourvoyeurs de gaz à effet de serre. Alors j'ai deux questions. Une question, vous nous avez dit que le bilan CO2 en France en 2017 était de plus 3,2%. Quel est le bilan CO2 de nos voisins européens et aussi de la Chine et des États-Unis? Et deuxième question, vous nous avez beaucoup parlé de création d'emplois, en particulier de 900 000 emplois. Quel type d'emploi? Parce qu'on parle beaucoup d'emplois, mais quel type d'emplois concrètement peuvent être créés en France dans nos petits villages, comme vous avez dit? Sur les émissions, effectivement, tous les voyants sont au rouge. C'est vrai pour la Chine. Les émissions ont augmenté donc en 2018. C'est vrai pour l'Europe dans son ensemble. Les émissions ont augmenté entre 2017 et 2018. Et récemment, on a appris que c'était aussi vrai pour les États-Unis, dont les émissions recommencent à augmenter. Donc, comment? Pareil, 2 à 3%, ça dépend. Je crois que c'est 2% pour l'Europe, globalement. Donc voilà, donc oui, c'est un constat très, très négatif, alors qu'il faudra absolument que... Enfin, dans le monde d'aujourd'hui, vous lisez un article justement sur la nécessité d'atteindre le pic des émissions en 2020, c'est ce que disent les climatologues, et
le fait que ce ne sera pas le cas. Il vous suffit d'ouvrir le monde d'aujourd'hui, daté d'aujourd'hui. Sur les emplois, rapidement, Pierre, parce que... Oui. Très rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Moi, je vais devoir partir, Pierre. Très rapidement. Oui, mais vas-y. Tu peux mettre le graphique que j'ai sur le PowerPoint. Sur la question du bilan CO2. Non. Sur la question du bilan CO2, l'an dernier, l'Allemagne a fait moins 0,3. Quand nous, on faisait plus 3,2, l'Allemagne a fait moins 0,3. Mais en partant de beaucoup plus haut. C'est juste en partant beaucoup plus haut. En partant de beaucoup plus haut. Et c'est pour ça que les Allemands en ont marre quand on dit que pour fermer le nucléaire, ce qui méritait un autre débat, ils ont relancé le charbon. Ils ont relancé le charbon pendant 2 ans. Non, mais ils ont relancé le charbon pendant 2 ans. Et maintenant, ils diminuent le charbon parce que les énergies renouvelables. Voilà. Donc, si on veut faire la photographie, les Allemands ont conscience qu'ils ont encore l'essentiel du boulot devant eux. Mais arrêtons de dire que les Allemands, ça énerve les Allemands quand le seul discours de la France, c'est on augmente la taxe carbone. Ils vivent ça comme le nucléaire français qui veut pousser son avantage. Il faut avoir une négociation plus globale, sinon on va se fâcher avec nos meilleurs alliés si c'est le seul sujet qu'on met sur la table quand on parle. Sur les créations d'emplois, je ne sais pas si vous les voyez, c'est dans le bâtiment, dans les énergies renouvelables, dans la réparation, dans les transports en commun. C'est qu'il faut, si on veut isoler tous les bâtiments publics et privés, voilà, si vous dites que dans 20 ans, tous les bâtiments, en gros, le cœur du problème, c'est de diviser par 2 notre consommation. L'objectif, c'est de diviser par 2 la consommation d'énergie et que dans ces énergies qu'on consommera encore, il n'y aura plus du tout d'énergie fossile. Donc c'est un chantier colossal. Le secteur privé commence à bouger. Chaque semaine, Total achète une entreprise d'énergie renouvelable. Ce qui est rentable, le secteur privé commence à avancer. Mais le cœur du problème où le secteur privé n'ira pas spontanément, c'est l'efficacité énergétique. C'est isoler tous les bâtiments publics et privés. C'est faire des transports en commun ou du travail à distance dans les zones qui sont peu denses. Ça, c'est très très peu rentable, mais c'est indispensable. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une intervention politique et d'une mixité des financements. Merci. Monsieur Berry-Debat. Et à Pierre Leroux-Turou pour leur exposé. D'une part, pour nous rappeler les enjeux de l'urgence climatique, mais ça, nous le connaissions. Mais surtout de nous proposer des solutions à travers effectivement un vrai pacte européen, la création d'un budget climat, d'une banque climat. Je crois que beaucoup de citoyens sont conscients de l'urgence climatique, mais ils ne voyaient pas comment on pouvait faire face. Bon, là, vous nous proposez un certain nombre d'outils. Moi, j'y souscris totalement. Le problème, quand même, c'est de voir comment on peut mettre en place tout cela à l'échelle de l'Europe. Vous avez esquissé à la fois de l'espoir, mais aussi quelques interrogations. Donc, admettons que nous réussissons au niveau européen. Quel sera l'impact sur le climat à l'échelle mondiale, puisque la question a été posée avant moi, concernant, je dirais, les résultats espérés par rapport à la Chine, par rapport au Japon, par rapport aux États-Unis, même si effectivement, comme vous l'avez dit, il y aura un modèle qui sera donné avec un certain nombre d'enjeux économiques, mais si l'Europe fait ça, si les autres ne font rien, quel sera, je dirais, le résultat sur le climat? Et puis, pour Jean-Pierre Leroux-Turou, que soy bearnes Utabe. Oui, très rapidement. Donc, si effectivement seule l'Europe fait un effort, eh bien, ça n'aura un effet, 10% des émissions. Donc, effectivement, ça aura, même si l'Europe divisait par 2 ses émissions très rapidement, ce ne sera pas suffisant pour éviter les plus 3 degrés qui sont inscrits dans l'accord de Paris. Évidemment, si les autres pays ne tiennent pas je l'ai dit, même si tous les pays tenaient les engagements de l'accord de Paris, nous sommes au-delà de 3 degrés. Donc, si ce n'est pas le cas, eh bien, on ira au-delà, effectivement, même si l'Europe est, disons, si seule l'Europe tient ses engagements de l'accord de Paris ou en relève l'ambition. Juste en 30 secondes, il y a vraiment un effet de contagion qui est possible. Le Japon et d'autres voudront faire pareil. Et puis l'Europe aussi, au bout de quelques temps, dire qu'on met une taxe carbone aux frontières et que les pays qui ne feraient rien alors qu'on a montré que c'était possible sauront que les produits seront taxés en arrivant en Europe. Ça va aider aussi le Japon et la Chine à bouger. Mais d'abord, montrons que c'est possible et que c'est une bonne nouvelle. Merci.
Voilà pour cette audition de Jean Jouzel et de Pierre Larouturou qui sont venus défendre devant les sénateurs de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable leur projet de plan Marshall européen pour le climat. Il s'agit d'un projet qui cherche à trouver les financements européens pour assurer la transition énergétique aussi bien au niveau européen qu'en Afrique ou encore sur le pourtour de la Méditerranée. Tous deux enchaînent les rendez-vous aussi bien en France auprès des parlementaires que dans le reste de l'Europe pour défendre ce projet qu'ils veulent mettre à l'agenda pour le prochain Conseil européen des 21 et 22 mars prochains. Un projet qui a attiré l'attention et le soutien de nombreuses personnalités en France, d'Alain Juppé à Laurence Parisot, mais aussi Christian Estrosi, mais aussi au niveau européen. Par exemple, en Espagne, le soutien de Pedro Sanchez. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. L'affaire russe fait trembler Washington. Depuis 20 mois, le procureur Mueller enquête sur les liens entre Moscou et la campagne de Donald Trump. Avec quelles conséquences? Le président américain peut-il être inquiété au cours de son mandat? Sera-t-il fragilisé ou au contraire galvanisé dans la course pour sa réélection? Ce sera notre débat de la semaine dans Un Monde en Doc. Un Monde en Doc, samedi à 21h sur Public Sénat.